Michel ou Michael? Michael. Michael, ok, voilà, je me disais. C'est entre. T'avais raison, ouais. Ouais, je savais pas parce que j'ai déjà mis CCH, AEL et je dis Michel. Mais bon, ok, Comment c'est Khaled Khaled, ou Khaled. comme tu préfères. Ouais, j'ai pas de préférence. Ok. Franchement, c'est comme tu le sens. Hmm. Je te dis, il n'y a vraiment aucune, Ok. aucune ambiguïté. Salut Mickaël, Salut. content de t'avoir sur le plateau. Très content. Est-ce que tu peux te présenter succinctement Donc, moi, je m'appelle Michael, j'ai 26 ans. Je viens du sud de la France, plus particulièrement de Nice. J'ai grandi toute ma vie là-bas. Euh, j'ai fait l'école centrale Lyon, voilà, pour aller directement sur le sujet. Je passais par une classe prépa et j'ai aussi intégré le cabinet de conseil en stratégie Advancy. Voilà, présenter un peu rapidement qui je suis. Ok. Pour savoir un peu qui t'es en détail, dans quel milieu est-ce que tu as grandi? Tes parents ils faisaient quoi? Tu avais quel profil quand tu avais 16-17 ans au lycée? Alors moi j'ai grandi au début en ville, euh, en banlieue de Nice, dans un petit appart, on était quatre, donc mon père il a sa propre entreprise, il fait des formations dans le milieu automobile et ma mère est prof. Donc j'ai grandi là-bas pendant une dizaine d'années et ensuite on a déménagé un peu plus loin dans le Var, à la campagne. Et donc j'ai fait la deuxième partie de mon collège là-bas et ensuite mon lycée. Là je suis retourné en ville pour faire mon lycée, j'habitais toujours à la campagne donc je faisais Ok. tous les matins une bonne heure de bus avec des gros bus scolaires pour pouvoir aller Qui venait tous les matins te qui récupérer venaient à tous les 7 heures. matins, exactement, avec un bus le matin, un bus le soir et c'est tout, pour aller dans la ville la plus proche qui était Saint-Raphaël pour pouvoir aller au lycée. Ok, ok. Et t'avais quelle mentalité un peu? Est-ce que tu visais tout de suite la classe prépa quand tu étais au lycée ou pas spécialement, tu voulais faire autre chose? Alors j'ai toujours été un bon élève, bon en cours, pas très studieux. On va être pas très attentif en cours, pas forcément toujours un très bon comportement. Mais voilà, j'ai toujours eu de très bons résultats en faisant pas grand-chose. Voilà, c'est ce qu'on dit, il a des capacités. Ouais. La prépa, mon père avait voulu faire prépa hein, quand il était plus jeune, mais il n'avait pas forcément le niveau. Avant, c'était un peu différent. Ouais, c'est Donc, clair. il avait toujours ce truc-là en tête de dire, bah, si tu travailles bien, tu pourrais faire une classe prépa. Donc, lui, il disait plutôt une classe prépa commerce, parce que la grosse prépa d'à côté, c'était une prépa commerce qui était très connue C'est laquelle? régionalement. Masséna. Masséna, ok, Voilà, oui. À Nice, ouais, bien voilà, sûr. qui est très connue régionalement, qui n'est pas forcément dans les classements, dans les top des prépas, mais qui régionalement rayonne pas mal. Et donc il y avait toujours ce truc de bah, tu peux aller faire ça plus tard, etc. Moi j'ai toujours travaillé, j'ai pris la meilleure voie possible. J'ai eu un brevet avec de très bons résultats. Je suis allé en seconde générale en disant bon ben voilà, moi j'aime bien l'informatique, donc je vais prendre une option informatique. Ensuite moi j'avais plutôt envie de faire du commerce, de Ok, l'éco, donc je voulais faire un bac ES. Mais mes parents m'ont fait comprendre que ça serait bien que je fasse un bac S, donc je suis parti ok. faire un bac S. Tu vas gentiment faire un bac S, comme Voilà. papa, comme maman. Ouais, même pas. Non? Mon père, il a un bac S. Enfin, de l'époque, ma mère a un bac L. Elle est prof. Elle a fait une fac de LEA. Mon père, il a une licence de maths qu'il a vite arrêté pour pouvoir reprendre l'entreprise de son père. Mais voilà, donc un peu par défaut, en me disant, ben, je verrai plus tard. Et en fait, j'ai eu la chance d'arriver dans mon lycée. C'était pas très, on va dire, on n'avait pas trop le droit de le faire à l'époque, mais c'était d'avoir des classes de niveau. Et on avait une option qui s'appelait l'option sciences de l'ingénieur, qui était une classe à niveau qu'on pouvait avoir en première et en terminale. Il fallait être dans les meilleures secondes et qui demandait S pour pouvoir avoir la SSI. Et en fait, c'était une SSI qui, dans un petit lycée de province, mais envoyait chaque année des gens dans des grosses prépas parisiennes. Et en fait, dès le premier jour, le prof de sciences de l'ingénieur, qui était notre prof principal, il nous a dit bah, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Voilà, est-ce que vous voulez faire une grande école d'ingénieur? Il nous parlait directement de polytechnique, des mines, de centrales. Voilà. Moi, j'arrivais, je dis bah, moi, j'aimerais bien faire du coup Polytech. Et il a dit mais Polytechnique ou Polytech bah, j'en C'est sais vrai que c'est rien. pas pareil, Et moi, j'en savais rien à l'époque. À l'époque, bien pour sûr. moi, c'était il y a des prépas pour faire du commerce. Voilà, c'est bien, ça permet de faire une école de commerce Ouais. sans savoir vraiment ce que c'est.
Et là, j'apprends qu'il y a des prépas ingé et que derrière, il y a des grandes écoles d'ingénieurs. Moi, tout ça, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Donc au final, c'est vraiment par chance que je me suis retrouvé là et que j'ai été initié à ce que c'était une classe prépa. Donc vraiment pas du tout dans ce mood-là à la base. Mais toi, tu avais plutôt un profil ingénieur, de ce que tu me dis. En fait, je vois très bien le profil. Tu étais le mec qui était au fond de la classe, qui chuchotait, il bavardait un peu, mais qui avait quand même, il arrivait tout le temps dans le top 5 en maths, quoi. Exactement, Ouais, c'est ça, exactement. ouais, je vois Et carrément. Ouais. j'étais dans les... Enfin, avant en seconde, même au collège, j'étais quasiment premier partout dans les matières scientifiques, hein. Quand on Ouais, commence à partir sur sans. de littéraire, ça commence à descendre. Et alors là où je parle de problème de comportement, quand on commence à aller sur des matières que je jugeais inutiles à l'époque, de type la musique, l'art plastique, là, j'existais plus. Mais effectivement, j'étais plutôt en train de faire autre chose en cours. J'écoutais pas forcément. J'écoutais d'une oreille parce que forcément toujours, mais j'étais plus occupé à faire autre chose. Et Tu même faisais quoi? Tu faisais des maths ou non, même pas, tu codais sur ta non, calculatrice? non, même pas, C'est- même pas. Je parlais avec mes potes, j'étais pas concentré sur les cours, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était sortir après, aller jouer à la play. Ouais, Voilà, vraiment, genre, classique. c'était vraiment, donc on réfléchissait à qu'est-ce qu'on allait faire le soir sur la play, à quoi on allait jouer. Tu Euh, joues en ligne un peu ouais, ou on jouait en c'était ligne. full à J'étais un play? gros joueur de Call of à l'époque. Ok, ouais, Et donc on était classique. plutôt sur, bah voilà, quel secret on va faire du mode zombie de Call of, comment est-ce qu'on va s'organiser, plutôt que d'écouter les cours où j'en avais strictement rien à faire. Et je faisais pas mes devoirs, évidemment, j'en avais pas besoin. Mais en fait, tout en faisant ça, je survolais totalement les cours, j'ai tout le temps des bonnes notes. Il suffisait de rien, juste que je lise ma feuille de cours pour en fait avoir des super bonnes notes. Ok, donc tu avais des facilités, mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que tu étais dans un lycée de province, entre guillemets? Est-ce qu'il n'y a pas eu un choc quand tu es arrivé? Il n'y a pas eu C'est... la marche, tu sais, on dit souvent qu'il y a une Ouais, marche entre la première et la terminale, et puis ensuite, a fortiori, alors moi, la marche, avec je l'ai eu en la. arrivant en prépa. Ouais, ouais, ok. Mais Vraiment, justement, comment t'as fait pour. Donc, alors, tu savais que tu allais en prépa, donc tu t'es dit, je vais me mettre à bosser, ou les notes roulaient quand même et il n'y a pas eu besoin de alors, se dire, je dois bosser pour aller en prépa? Alors déjà, moi, dans ma mentalité un peu sur tout, c'est, on m'a dit je vais aller en prépa. Alors ok, très bien, moi j'ai pris la liste des prépas, j'ai regardé les classements. Donc le numéro 1 c'était la prépa numéro 1, le numéro 2 c'était la prépa numéro 2. Et j'ai fait ça tout le long. Voilà. J'ai fait ça. Et à la fin, on m'a dit ok, c'est bien, mais on sait jamais, il faut mettre une fac. J'ai dit mais je vais pas aller à la fac. Qu'est-ce que je vais faire à la fac? Donc j'ai mis une fac. Et ils m'ont dit de faire une lettre de motivation. J'ai dit je veux pas y aller dans ma lettre de motivation. Voilà. Parfait. C'est Mais excellent. euh, donc du coup, j'ai mis les meilleures prépas. Donc à l'époque, nous, notre prof de SI, il nous poussait plutôt pour aller faire des PTSI, PT. Pourquoi? Parce que il disait si vous êtes un peu moins bon, Tu vas à arrêt métier. exactement. Et en fait, même au-delà de ça, effectivement, les arts et métiers, c'est une grosse école avec beaucoup de place en PT et tu peux être moins bon en PT et avoir les arts et métiers. Complètement, En ouais. fait, si tu vas en MP ou en PC ou en psy, c'est un peu différent encore, mais aujourd'hui, moi j'ai fait Central Lyon. Si j'étais allé en MP ou en PC, jamais je l'aurais. Jamais je l'aurais eu. Donc effectivement, la PT, c'était, si t'es un peu moins bon, tu vas en PT, tu as moins de place dans les très grosses écoles, mais tu es plus assuré d'avoir une grosse école d'ingénieurs au final. Donc ton espérance d'avoir une grosse école est meilleure. Donc je me suis dit, bah, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les meilleurs PT. Jean-Baptiste C, meilleur PT. Je la mets en numéro 1. Ok, il n'y en a pas une à Versailles aussi? Ginette, effectivement, mais c'est une Ok, privée et moi j'ai pas ah, c'est l'argent pour le faire privé. du privé. D'accord, ok, ok. Donc en fait, c'était, moi j'ai fait toujours j'ai toujours été dans le public parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des écoles privées. Et puis on est tous issus du public dans ma famille, donc bah, c'était logique de continuer en public. Et puis moi je dis bah très bien, enfin voilà, je vais aller partir dans le public, je prends la meilleure. Effectivement, j'aurais pu bah, aller à Ginette, mais c'était plutôt Jean-Baptiste C. Sachant que dans mon lycée, on envoyait chaque année une ou deux personnes à Jean-Baptiste C. D'accord, ok. Donc en fait, on avait déjà nos entrées. Et c'est très important pour un lycée de province d'avoir des entrées. On envoyait à Louis-le-Grand, on envoyait à Jean-Baptiste C, mais paradoxalement, on n'envoyait pas à Masséna, que je faisais tout à l'heure. Une grosse prépa régionale qui rayonne, mais qui snob un peu les petits lycées qui ne sont pas dans les grosses Ah ouais, villes. ça veut donc Ouais. le mec pouvait être pris dans la meilleure prépa de France et pas Et être pris dans ben la prépa locale. exactement, moi j'étais refusé à Masséna. Moi j'étais refusé à C'est un truc de Masséna. ouf. J'ai une camarade qui a été prise à Louis-le-Grand et qui a été refusée à Masséna aussi. Voilà. Donc bon, des choses un peu bizarres, mais nous on avait nos entrées dans des grosses prépas parisiennes, donc bah voilà, donc c'est parti pour être à Jean-Baptiste C en PT. Ok, et c'était Parcoursup ou c'était APB C'était APB à l'époque, c'était APB, APB, ok, ouais, ok. Ok. c'était APB. Donc on avait encore un système qui tenait debout, Ouais, ouais, voilà, ouais, qui exact. était Ouais, un peu. ouais.
Donc effectivement, moi j'étais parti faire les portes ouvertes. Finalement, j'ai fait un seul lycée en porte ouverte, c'est celui-là. Parce que de toute façon, je m'étais dit que si je vais faire une prépa, bah, j'irai faire la meilleure. Donc j'irai là-bas. Donc je suis allé faire les portes ouvertes. Voilà, et avec toujours le truc de je vais intégrer la meilleure prépa. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. Donc j'étais à l'internat en plus dans Jean-Baptiste C. J'ai eu Ok. non seulement la prépa et j'ai eu T'as des l'internat. deux options, bien sûr. Voilà, et j'ai eu l'internat. Ce qui était quand même très, très cool pour moi qui venais de la campagne Ouais, autour bien sûr. dans le Var. Voilà. Donc effectivement, pour revenir à ce que tu disais, la marche est énorme. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un lycée parisien ou même dans on va dire, le lycée des grosses villes, tu as quand même un enseignement qui peut être de meilleure qualité. Je ne dis pas que c'est une vérité générale, mais effectivement, moi je pense que le niveau était quand même un peu plus bas dans mon lycée de province. Et au final, la marche était très grosse. Quand on Bah, il y a une arrivait, vraie réalité derrière il y a une ça. vraie réalité. C'est-à-dire que il y avait le pire, c'était ceux qui avaient fait le lycée à Jean-Baptiste C. Alors eux, ils avaient déjà vu une partie du programme de prépa. Et en fait, moi j'arrive, le premier devoir sur table. Euh, Tout le monde était super bon. Il y en a qui avaient pris même avant l'été, qui avaient pris des cours particuliers pour pouvoir commencer à travailler. Moi, j'avais même pas lu les livres. On devait lire des livres, je les avais même pas lus. En même temps, ils J'ai- mettent 50 livres à Voilà. lire. Non, j'en ai Ah, vous trois en livres. avez pas? Il y Ah, avait trois 3, livres. ok. Parce que Que nous, trois c'est à livres. chaque fois, il y a 20 Voilà. livres à lire. En école en prépa 1G, tu as trois livres à lire. Bon, j'en ai pas lu un. J'avais acheté les gros bouquins verts, les ellipses, Ouais, ouais, bah oui, les trucs de enfin voilà, physique. non, c'est les jantes avec les verts, voilà, les verts, exactement, des gros bouquins. J'avais dit, oui, je vais travailler, évidemment, je vais pas ouvert un bouquin de l'été. Donc je suis arrivé vraiment comme une fleur le premier jour de la rentrée, si bien que j'ai minoré premier devoir de maths et le premier devoir de physique. Tu Et passes de premier de la classe à dernier, à minorant, quoi. et j'ai majoré le premier devoir de SI, par contre. Ce qui était très bien. Parce que tu avais déjà fait de la SI. Et parce que j'avais déjà fait de la SI, et pour le coup, on avait une formation en SI qui était d'un très bon niveau. D'accord. Là où les maths et la physique, c'était d'un niveau en dessous, nous, notre prof de SI, c'est lui d'ailleurs, enfin, celui qui nous a poussé à partir en prépa, lui nous faisait des cours de vraiment très bon niveau, et ça me permettait de démarrer la prépa avec déjà un très bon niveau en SI. Donc ce qui était très bizarre, c'était de minorer 2 devoirs sur 3 et d'en majorer un. Voilà, ce qui était quand même très atypique. C'est très bien que vous ayez quand même des profs dans. Il y a toujours un ou deux profs qui permettent de faire rayonner la prépa et inciter les bons élèves à pas se censurer. Parce que les lycéens de grosses prépa et donc de facto de gros lycées, ils ont cette possibilité de faire du hors-programme. Et parfois, ils n'ont même pas le choix. Moi, j'ai des amis qui étaient à Henri IV au lycée et qui ont fait Henri IV en prépa. Et la réalité, c'est que au lycée à Henri IV, tu fais la moitié du programme de prépa dès la moitié de la terminale. Parce qu'ils torchent le programme de terminale en 3-4 mois. Et ensuite, on fait full leur programme, quoi. Ouais. Parce qu'ils savent qu'il y a les 3 quarts de la classe qui va faire prépa. Exactement, alors que nous, c'était pas le cas. On a quand même, nous, on est dans une classe, on va dire, privilégiée, puisqu'on avait déjà une sélection à l'entrée, puis on avait un programme qui était quand même un peu plus poussé, parce qu'ils savaient aussi que certains allaient faire prépa. On a quand même, je pense, un quart de la classe, le premier quart qui est parti en prépa, d'autres qui sont partis faire des plus petites prépas derrière. Mais globalement, effectivement, la marche était quand même très très grosse. Même en ayant ça, on arrivait, enfin vraiment, j'arrivais tout au fond de la classe. Et finalement, tu avais le meilleur d'un lycée à Bordeaux, le meilleur d'un lycée à Lyon, et tout le monde se retrouve. Moi, j'étais pas le meilleur déjà au lycée non plus, parce que là, on était dans une classe, donc j'étais dans les 3 premiers, on va dire, en Ok. terminale. Ouais, mais quand même, Voilà, t'étais mais quand même dans le top 3. avec des très bons niveaux. Et finalement, j'arrive et je passe dernier. Donc, T'étais déjà, ça vraiment fait. dernier en première Ah, année. dernier. En première année, je n'étais pas dernier. En fait, je suis arrivé, j'ai commencé l'année en étant dernier. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai dû rattraper mon retard. Parce que forcément aussi, au début, j'ai pas pris forcément des bonnes habitudes de travail. C'est très important le départ de prendre de bonnes méthodologies, Bien de sûr. bien s'y mettre. Moi, j'avais pas encore forcément tout compris sur les enjeux en me disant, bah, je vais travailler un peu plus qu'au lycée, c'est-à-dire un peu plus que zéro. Voilà. Et ça va aller. Donc je vais lire mes cours, je vais comprendre 2, 3 trucs rapidement. Non, non, en fait, il faut vraiment travailler. Il faut travailler. Donc moi j'ai commencé, et puis j'ai eu la bonne idée de dire, tiens, je vais commencer à regarder Breaking Bad. C'est une bonne idée. Donc j'ai commencé, et donc je regardais 3 épisodes de Breaking Bad le soir au lieu de travailler. Donc je commence avec un mois et demi avant de vraiment m'y mettre, et j'ai déjà un mois et demi de retard. Je suis dernier. Forcément, mon avance en SI, elle commence à s'écrouler. Mais jusqu'à la Toussaint, Voilà, tu te reposes un peu sur tes quelques acquis. quelques acquis qui me permettent juste d'être dernier. Hein. Ouais. Voilà. Et en fait, on arrive à un moment donné où je suis face à moi-même et je me dis, bon, là, ça va pas. Quoi. Là, il faut se reprendre.
t'es dernier, tu patauges, même en SI, tu commences à baisser, il faut se réveiller. Donc là, je dis, bon, ok, bon, je vais commencer à changer de méthodologie, à changer de mindset, et là, je recommence à travailler. Et là, ça commence à aller mieux, ça commence à remonter, sauf que le problème, c'est que bah, j'ai aussi une sorte de réputation auprès des profs, de pas bosser et d'être pas bon, en fait, parce qu'au final, c'est ça qui sort, c'est que C'est je vrai. note, mais c'est pas bon. Ça fait qu'à un moment donné, mon prof de maths, il corrige même plus mes copies. Ah, il C'est-à-dire qu'on corrigeait fait, plus tes copies? c'est-à-dire qu'on fait, j'ai souvenir d'un devoir où j'ai genre, un 4 sur 60, un truc comme ça. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible d'avoir juste 4 sur 60? Enfin, j'ai rempli 10 feuilles doubles. Comment c'est possible? Et en fait, je regarde, en fait, il y a plein de feuilles doubles qui sont pas corrigées. Ouais. Et je lui dis, mais je vais le voir à la fin. Je lui dis, mais tiens, c'est pas possible. Enfin, ok, je suis pas bon, mais là, ça va pas m'aider, quoi. Il faut qu'au moins corriger pour me dire là où j'ai faux, etc. Et en fait, j'étais tellement dans ce truc-là qu'il prenait même plus forcément la peine de me corriger, de vouloir faire progresser. Et en fait, pour eux, j'étais perdu d'avance. J'étais vraiment perdu. Et il faut savoir que dans ma prépa, il y avait une PTSI et une PT étoile. Ce qui veut dire que si je passe en deuxième année, déjà je ne suis pas sûr de passer en deuxième année, mais ensuite il faut que je passe en PT étoile. On peut me valider ma PT et ne pas me valider ma PT étoile. C'est-à-dire que si on me valide ma PT et pas ma PT étoile, je suis dehors. Et globalement, euh, ils disent toujours tout le monde a une possibilité de passer, on n'a pas de quota, etc. Les 15 derniers ils sortent. Oui, Voilà, c'est soyons factuel clairs, à la fin de la journée. soyons clairs, à la fin, c'est comme ça. Voilà. Donc il y a toujours un ou deux, ça peut jouer un peu, mais globalement ils font sortir, ils font réduire les effectifs, vraiment. Et parce que aussi pour eux, c'est d'être toujours bon dans les classements. Donc si tu prends une personne, tu n'es pas sûr qu'elle va intégrer une école qui va être sur l'étudiant, etc., Ouais, bien sûr. c'est un risque de perdre des places dans le classement. Quand tu es premier, tu veux rester premier. Et vous aviez deux classes de PTSI? Ou une Une seule seule, une classe? seule. Ah, donc c'était 45 à l'arrivée et 30 en deuxième année? C'est un peu ça, voilà. Je ne me Ok, rappelle plus exactement du nombre, mais c'est un peu ça. ok. Ouais, Euh, c'est smart parce que tu as moins d'étudiants à accompagner en deuxième année, donc tu as plus de temps à allouer à chacun. Exactement. Et puis, la deuxième année, c'était quand même un truc différent. On en parlera un peu après, mais c'était quand même un mood vraiment différent par De rapport à la la première première. année. Ok. Première année, on était vraiment, c'était vraiment beaucoup d'exigences, beaucoup de compétition. Enfin, je veux dire, bon, comme en prépa, les copies sont classées du dernier au premier. Ah, le prof il se baladait dans les Et il se rangs baladait, tu en sais qui est ADS. dernier. Tu sais, tu as des classements. Tu vois, on a un site internet, on se connecte et on voit nos classements. Et tu vois 45 sur 50, etc. Tu le vois, tu sais que tu es dernier. Et tu sais que tu vas te faire sortir à la fin de l'année. Putain, c'est horrible. Tu le sais. Et en plus, on ne te donne pas la possibilité vraiment de. On ne croit pas en toi. On ne Ok. croit pas en toi. Je ne sais pas pourquoi. En plus, venant de province, il y a quand même. Un a priori sur. Ouais, il y a quand même un gros a priori Ok. qui a été vérifié avec moi. Mais il y a quand même un gros a priori en disant non, mais tu viens de province, t'as pas fait le truc, tu connais pas. Et puis les autres qui sont là, qui se connaissent déjà depuis super longtemps, qui ont déjà été dans les lycées, qui sont au milieu de Paris. Enfin, voilà, il y a une différence qui est faite. Ça venait de quel lycée, les gars qui étaient dans ta promo? Enfin, franchement, de tout, de lycées parisiens, beaucoup de lycées privés. Je ne les connais pas, des Stanislas, je sais pas, D'accord, plein de lycées privés que je connais pas, mais un gros niveau. Enfin, je veux dire, c'était les meilleurs de chaque bien sûr. établissement. Voilà, vraiment gros niveau dans la classe, hein. Et tu travaillais de ton côté, toi, ou t'as réussi à te former un groupe de potes avec qui. Alors, j'étais à l'internat, on était avec un groupe qui était principalement des personnes qui venaient d'ailleurs que de Paris, donc du Bordeaux, du Lyon, de Annecy, vraiment des gens qui venaient vraiment d'endroits différents. Et donc oui, on a fait un bon groupe où en fait on s'amusait beaucoup à l'internat. Et en fait c'était un peu ça le problème aussi, c'est qu'à l'internat, on était, donc on pouvait s'entraider, donc ça c'était bien, mais finalement on passait beaucoup de temps à rigoler aussi. Et on sortait beaucoup. Qui On sortait à Jean-Baptiste Say, c'est dans quelle ville? dans le 16e, on a Paris dans le 16e. Ah ouais, ok, Mais on donc sortait possible de pas. sortir, ouais. Alors, on avait, en étant en internat, des permissions pour sortir le week-end, le vendredi soir, le samedi soir, pour rentrer. Je pense que c'était minuit le plus tard qu'on avait le droit de rentrer. Mais nous, on sortait en boîte. Nous, on sortait en boîte, on Ah sortait, ouais, on ok. allait dans Moi, des je me suis bars. dit, tu vas faire un ciné, resto, Ah ciné, non, puis tu non, nous, rentres à on la sortait maison en au boîte, lit. on rentrait le lendemain Ok. matin, on était éclatés, on bossait pas de la journée. Ouais, c'est Voilà. terrible ça. Mais on s'amusait bien, finalement. Mais en même temps, tu avais quand même de la pression de l'autre côté, parce que les mecs qui sortaient aussi, ils étaient très bons. Je veux dire, il y en a un qui sortait avec nous, il a fini à Polytechnique à la fin. C'est aberrant ces gens-là, hein. C'est aberrant, le gars n'en fout pas une et tu sais pas où il tire cette connaissance, cette force. Mais le mec était très bon, le mec était très bon. Enfin, tout le Ouais, monde bien était très sûr. bon, globalement, tout le monde était vraiment très bon. Et
Et vraiment, c'était ça. Donc nous, on s'amusait beaucoup. Et il n'y avait vraiment pas encore cette responsabilité. Moi, j'avais encore envie de m'amuser. Je me disais, mais on m'a dit, en prépa, tu fais 2 ans, tu sacrifies ta vie. Mais moi, je sais pas, je ne l'ai pas entendu Peut-être comme pas envie ça. de Moi, j'étais sacrifier ta vie. déjà, on va dire, un fêtard avant, quand j'étais au lycée. Je me suis dit, bah, on va continuer pareil en prépa. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'au final, tu bosses moins et t'es pas forcément bon. Mais à un moment, Ok. il faut se réveiller. C'est pour ça, à un moment, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, allez, on va se mettre à bosser. Et je me suis mis à bosser. Si bien qu'en fait, tout au long de l'année, j'ai remonté. Je remontais mes notes, je remontais mes notes. Et un jour, Le je me prof fais. de maths a dû devenir fou. Ben, en fait, oui. Mais en fait, ce qui est le plus fou, c'est que j'ai été convoqué à un moment donné dans le bureau de la CPE. Donc, CPE, parce que c'était forcément lycée, primaire, Bien sûr, collège, oui, oui. bon, c'est les établissements parisiens qui font tout. Donc la CPE de l'établissement qui me dit de venir et qui me dit bah, en fait vos résultats sont pas bons, il faudrait songer à vous réorienter. Je lui dis mais moi je compte pas me réorienter, moi je compte Je veux finir. finir la fin de l'année Laissez-moi. et je compte passer en PT étoile l'année prochaine. Elle me dit mais jamais vous allez arriver, vous devriez songer à quelque chose d'autre, aller en BTS, c'est bien fait pour vous. Donc moi je lui dis bah non, jamais de la vie, je vais pas en BTS, je vais remonter de niveau et d'ici la fin de l'année, je serai en PT étoile. Bon, forcément, elle a appelé ma mère, elle m'a dit c'est qui ce petit con? Ouais, Pourquoi ouais, ouais. il me parle comme ça? Il est totalement imbu de lui-même, il a aucune idée de la réalité. Ses notes sont catastrophiques, c'est pas possible. Moi, j'ai dit ok, très bien, je prends le défi. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé et j'ai remonté petit à petit jusqu'au concours blanc. On fait des concours blancs et qui là sont anonymes. Et là, les profs ne savaient pas quelle copie ils avaient, qui avait fait la copie. Donc forcément, bah là, moi, j'ai eu une bonne note en maths, j'ai eu des bonnes notes partout, je termine autour de la 10e place. Sur 45, Ouais, 48. alors que j'étais dernier tout le temps. Et donc là, le truc c'est de dire, mais tout le monde me dit, mais comment c'est possible? Je dis, bah, j'ai remonté au fur et à mesure, mais sauf qu'en fait, il suffit d'un moment pour que les copies soient anonymes, pour qu'en fait on corrige vraiment pas en fonction de moi avec un a priori, et que vraiment je puisse avoir la note que je mérite. Et donc là, soulagement. Donc ça va jusqu'au conseil de classe où finalement moi j'avais prévu à l'avant, donc relevé de notes, tout ça, une lettre en disant voilà, j'ai progressé, j'ai compris, etc. Voilà mes résultats, j'ai rattrapé mon retard. Et les profs ont dit mais non, on ne peut pas, etc. Il n'a pas le niveau, etc. Et c'est la proviseure du lycée qui a dit arrêtez de déconner, on le fait passer en 2e année, chez nous. Donc et je suis le dernier à être passé en 2e année. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment sur le fil. Tu vois ce que tu dis, jamais j'aurais pensé que c'était possible dans les filières scientifiques. Parce que nous, il y a cet a priori-là. Comme il y a des matières littéraires en filière commerce, en ECS, ECE et maintenant ECG, ben, c'est possible de te dire, tu fais 2-3 DS où tu es à 5-6, et le prof, ça y est, t'es catégorisé. Il y a très peu de chances pour que tu décolles de 8-9, tu vois. Et donc, il y a vraiment cet a priori dans les matières littéraires. Et donc, nous, on se disait, bah, il n'y a que les maths où en réalité, c'est impossible d'être en dessous, d'être sous-noté ou surnoté, étant donné que c'est du fact, tu vois. En Mais c'est fait, marrant que tu dis ça, là, tu as toujours une partie de il y a un biais, bien ton sûr. point. Et en fait, en scientifique, on- tu as jusqu'au lycée, il faut trouver la bonne réponse. Ok, donc si à la fin la réponse est 4 et que tu mets 4, on te donne le point. On va dire sur un point, tu as 0,75 qui vaut pour la bonne réponse et 0,25 pour la méthodologie. En prépa scientifique, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va vraiment juger ta méthodologie, ton raisonnement, plus que le résultat. C'est vraiment ton enchaînement, ton raisonnement, ta démonstration mathématique. Sauf que c'est jamais du par cœur, c'est jamais un truc Ouais, bien vraiment sûr. parfait, sauf certaines démonstrations que tu dois apprendre. Mais sinon, globalement, tu as toujours une part d'interprétation quand même où le prof peut dire c'est pas vraiment bon, je vais pas lui mettre un point, je vais lui mettre 0,25. Et puis la question suivante, pareil. Et tu as quand même toujours une petite marge. Alors effectivement, si tu fais tout bon, tout parfait, ça va être difficile d'aller chercher. Puis après, tu vas pouvoir aller dire bah non, là je comprends pas, ouais, venez m'expliquer et pouvoir regratter au final. Mais tu peux avoir une petite part d'interprétation quand même. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Et donc, ça se passe comment la deuxième année? Et bien, 2e année, très bien. Finalement, Ok. là où c'est un nouveau départ. Les profs en première année avaient une mauvaise vision sur moi. J'arrive en 2e année. Les profs n'ont pas du tout dans le même mindset. T'es passé en 2e année. T'as plus à faire tes preuves. T'es là pour travailler et pour te préparer au concours. Et donc là, les profs vont vraiment t'aider à avoir les meilleurs résultats au concours. L'école que tu vises, bien sûr. Exactement.
Et donc là, vraiment, donc je vais pas dire non plus que j'arrive dans les premiers, mais déjà le classement change un peu entre la première année et la deuxième année, entre tous les élèves. Et moi, du coup, je ne suis plus au fond, je suis, on va dire, un peu avant. Je suis un peu Au avant le début fond. du deuxième tiers, quoi. Voilà, exactement. Ok. Mais ce qui me permet d'envisager une école assez sympa. Normalement, statistiquement, les arts et métiers, c'est jouable. Et je me dis, si j'ai les arts et métiers, ça serait bien de pouvoir avoir des arts et métiers sympas, choisir mon centre, être à Aix-en-Provence. Voilà, sympa. Ou même si j'ai pas, avoir une petite, voilà, une INP, avoir Felma par exemple. Ce sont des choses, je me suis dit, bon, effectivement. Moi, mon rêve en arrivant en école d'ingénieur, c'était pas d'avoir Polytechnique, etc. Il faut, voilà, j'ai quand même un peu de, tu vois, je sais un peu ce que je vaux et je sais qu'il y a des choses qui sont un peu inaccessibles. Je me disais, voilà, Supélec, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, les sujets m'intéressaient bien. Je me dis, bon, voilà, c'était vraiment le rêve absolu. Mais bon, il y avait eu la fusion entre-temps, donc en fait, ça devenait beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y avait plus Supélec, c'était Centrale Supélec. Donc il fallait être très très bien classé. Donc ça, j'avais un peu abandonné. Centrale Lyon, pour moi, c'était trop loin. Enfin, je n'ai pas le niveau pour avoir Centrale Lyon. Ah ouais, t'étais J'avais pas le niveau. vraiment Gazza ou rien, quoi. Ouais, voilà, en fait, je m'étais dit, je suis passé pas loin du précipice en première année. Je vais bien me mettre à bosser, mais je suis conscient que j'ai des limites aussi. C'est passé là parce que vraiment, j'ai bien bossé, j'ai peut-être eu un peu de la chance sur l'examen, je sais pas, enfin, tu vois. Mais les concours, c'est différent. Je vais être face à la France entière. Ça peut être différent. Je pense que je vais avoir une moins bonne école, je vais avoir les arts et métiers et je serai très content. Ok. Mais c'est marrant que J'aurais signé moi c'est en marrant que début. tu penses ça parce que ça démontre que l'écosystème dans lequel tu es, la prépa dans lequel tu es, conditionne énormément ce que tu penses. Je pense que arts et métiers, ça, tu te dis, t'es pas au bout de ta vie si tu as arts et métiers, mais tu te dis, c'est la meilleure école à laquelle je puisse Exactement. aspirer et je suis conscient que par rapport à tout le monde, Mm. c'est ce qu'il y a de moins bien. Tandis que dans d'autres prépas, des plus petites prépas, les gars, ils se disent, mais c'est le major qui a arts et métiers, je peux même pas en rêver. Il y a ce biais où on est dans un cocon et on est complètement Et- coupé de l'information exact- extérieure. Exactement. Et en plus, moi, ma femme, on est ensemble depuis le lycée. Elle est partie en prépa. Elle a fait prépa comme moi, PT. Elle était à Aix. Donc dans une prépa qui avait un niveau moyen qui était inférieur à Paris, voilà, Bien sûr. sans offense. Et eux, pour eux, donc les meilleurs, il y avait peut-être un qui avait Centrale, un qui avait Centrale Lyon, et sinon les meilleurs avaient les arts et métiers. Donc moi quand je disais, ouais, bon au pire j'ai les arts et métiers, elle était là, mais attends, mais Ouais, redescends câblé. sur terre, t'as les arts et Mais métiers. oui, bien sûr. Moi j'aimerais bien avoir les arts et métiers, tu vois, je suis pas là par dépit, oh j'ai les arts et métiers. Donc vraiment, on est vraiment conditionné à avoir la meilleure école et les arts et métiers, c'est bon voilà, t'as eu les arts et métiers quoi, c'est bien, t'as sauvé l'honneur dans le classement. D'accord. Et in fine, ça se passe comment les concours pour toi? T'es admissible avec quelle note? Est-ce que t'es... Alors, je prends tous les concours. Donc tu fais tout, tu passes de Je, Polytechnique je suis au... boursier cette année, donc aux j'ai études. la Ok. possibilité de prendre tous ces concours. Je prends juste pas Polytechnique parce que je me dis ça sert à quoi? À rien. Les concours en PT, c'est différent des autres concours, Des autres filières. des autres filières. On a une banque qui s'appelle la banque PT, on a 2 semaines d'épreuves. On fait 3 épreuves de maths, 3 épreuves de SI, etc. Chaque épreuve a des coefficients en fonction des écoles, des groupes d'écoles, groupe mine, groupe central, etc. Mais on passe que 2 semaines de concours. On ne fait pas une semaine centrale, une semaine LX, etc. Donc c'est D'accord. très simple. Mais en même temps, si tu te rates sur une épreuve, ça a un impact sur plusieurs banques, enfin plusieurs banques d'écoles. Ok. Donc il ne faut pas se rater. Si tu fais une bonne épreuve, c'est bon pour tout. Si tu fais une mauvaise épreuve, c'est pas bon pour tout. Donc il faut faire très attention à ça. Moi, mes concours, je les passe à Nice, parce qu'on a la possibilité de passer ces concours un peu dans le centre d'examen qu'on veut. Et moi, ça se passe très bien, finalement, mes concours. J'ai beaucoup travaillé. J'ai vraiment compris la méthodologie et ce qu'on attend de moi. Et j'ai des très bonnes notes au concours. Tu te souviens de tes notes ou pas trop? Ouais, j'ai ma meilleure note, je pense que c'est 18 en physique. Ok. 18 en physique, j'ai un 17 en SI. J'ai des bonnes notes de partout. J'ai des bonnes notes de Ok, partout. ok. Vraiment, il n'y a que en maths où j'ai une épreuve de maths où c'est ma moins bonne note. Je crois que j'ai 11,5, 12. Je crois que Ok. c'est ma Ah moins ouais, bonne tu fais note. vraiment des concours de fou. Ah, je fais vraiment des concours de fou. Je fais des concours, des écrits, mais de fou. Je termine, je suis top 15 de ma prépa, Ok. aux écrits. Je Énorme. suis admissible de partout.
c'était inespéré. Moi, pour la petite truc, c'est que mon oncle qui habite à La Réunion, était de passage sur Paris, et il dit, bon bah viens, t'es à Paris, je faisais rien parce que on était entre les écrits et les oraux, viens à Disneyland. J'ai dit, bah allez, super. Donc je vais à Disneyland, et c'était le jour des résultats. Alors moi, je passe la journée à scroller, enfin Ouais, tu à fais refresh F5, ouais. exactement sur mon téléphone pour avoir les résultats, et ça tombe à un moment donné, et là, enfin, émotionnellement, surtout que j'avais pas dormi de la nuit avant, j'étais vraiment sur un état de nerfs impossible, et vraiment là je m'effondre parce que je vois marqué que je suis admissible de partout. Et je vois mes notes, je dis mais attends, mais C'est pas moi. c'est pas moi, je veux dire, c'est des notes Ouais, de lycée que j'ai, tu vois, c'est pas des notes de prépa. bien sûr. Sachant qu'en prépa, ma moyenne, on était plutôt autour de 8, que voilà, j'avais vraiment une moyenne qui était, j'avais pas 10, j'ai jamais eu 10 de moyenne en prépa. Et là, mes notes, c'est x2, quoi. C'est Ok. x2 partout. Mais t'es admissible, donc, à part Polytechnique, ça veut dire Au Polytechnique, mine, centrale. j'aurais pas été admissible parce qu'il faut en PT, c'est les 20 premiers du concours qui sont admissibles. Ah ouais, ah Voilà. oui, oui, alors c'est Au vraiment. final, moi j'étais, mon meilleur classement c'était l'ENS où j'étais 30e. Les mines, j'étais 43e, quelque chose comme ça, 50e au concours central De France. de France, ouais, sur C'est un truc de fou. 2600, 3000, je sais plus combien on était. Ouais, super bien classé, mais des classements incroyables par Est-ce qu'il y a rapport. plusieurs ENS aussi en PT ou une seule Non, une ENS? seule, c'est Cachan ou Rennes. Voilà. Cachan-Rennes, ok, ok. On n'a pas Ulm, Ok, ouais, c'est on n'a que pas pour les Lyon non MP, plus, hein. je crois. Ouais, exactement, ouais. Ok. Euh, donc ouais, des super bons résultats aux écrits. Vraiment incroyable. Et finalement, c'est parce que c'est beaucoup de travail. Mais pourquoi aussi? Parce qu'en fait, 2 semaines avant les concours, il y a 2 semaines de révision. Moi, tous les jours, j'ai téléchargé toutes les annales de toutes les matières entre maintenant et 1997. On les avait. Annales corrigées. Tous les jours, je faisais. Donc, il y en avait déjà plein que j'avais fait l'année, mais je le complète. J'en fais une le matin, une l'après-midi. Tous les jours. Ça durait quoi, 4 heures, Ouais, 5 heures, 4 heures. 6 Je heures? fais 4 heures d'épreuve pendant 2 4 heures. semaines tous les jours. Et après, une fois que j'ai terminé, je recorrige. Je corrige nos épreuves, je me fais des fiches, je révise, je retiens les points qui vont pas. Moi, j'ai besoin vraiment de travailler. Entre-temps, je vais marcher. Et je mets sur les livres qu'on devait lire, je mets des livres audio, et je vais marcher en mettant les livres audio. Je suis à 100% dedans, je bachote, c'est du gros bachotage. Mais en fait, en 20 ans d'épreuve, les exercices se répètent. Et moi, j'ai une bonne mémoire court terme. Et j'arrive bien en refaisant les trucs, je me dis, attends, ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu, et j'ai éclaté les concours comme ça. Parce que j'avais déjà vu tous les exercices en fait. Ok. Vous avez combien de périodes de révision, enfin combien de semaines en période de révision? 2 semaines, deux 2 semaines. semaines, ok. 2 semaines, Donc mais c'est un quand peu même de grosso temps modo. avant où on pouvait, les Oui, cours tu vas avaient. pas à la dernière semaine de cours, tu vas pas pour Ouais, avoir 3 voilà, semaines. exactement. On avait déjà fini le programme depuis longtemps, donc on faisait des annales, etc. On s'entraînait. Donc au final, j'ai eu vraiment j'ai fait 20 ans, d'annales au final, sur toutes les matières. Ok. Enfin, Ouais, tu les faisais gros du matières. 14 heures jour, quoi. Ouais, vraiment, je bossais énormément, avec une bonne hygiène de vie. J'avais un enfin vraiment, je m'étais fait un programme, etc., que j'ai tenu. Et je pense que c'est ça qui, au final, a fait que j'ai réussi mes écrits. Et Voilà. les oraux, ça se passe comment? Tu fais tous les oraux? Est-ce que c'est Alors, centralisé ou est-ce que ouais, tu dois aller dans pareil, chaque ville? c'est le même truc, sauf que pour mes oraux, j'étais pas dans le même mood. Je recommençais à me reposer en me disant, attends, mais Ok, en fait, je survole le truc, mais en ça fait, sert je à suis quoi trop de bon. travailler? En fait, je suis trop bon. Et c'est là le problème, c'est que là, quand je commence à me dire que je suis trop bon, c'est là où il y a un problème. Ok, Et à ce moment-là, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde qu'on a gagnée. ok, ok, d'accord. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde les matchs, mais j'ai regardé tous les matchs de la Coupe du Monde. Et avec mes potes de l'internat, on ouvrait les salles de classe, on mettait les vidéoprojecteurs et on mettait les matchs. On regardait les matchs. Et donc là, j'ai commencé à moins bosser. Et donc au final, j'ai eu de moins bons oraux que mes écrits. Ce qui a fait que j'ai pas eu forcément une aussi bonne école que ce que mes écrits auraient pu me permettre. Mais bon, c'était quand même déjà super bien. Après, voilà, effectivement, il y a des oraux, typiquement, il y a l'oral de physique. C'était pendant France-Uruguay. C'était pendant France-Uruguay. Donc c'était à l'ENS de Cachan. Donc moi j'attends dans l'ENS, il y a le match qui est diffusé. Euh, on va ensuite dans l'espèce d'Algeco pour préparer. On doit préparer à l'avant, enfin, un exercice. Et donc là, je prépare. Et là, c'est là où la France marque. Donc là, bah, forcément, Tu sens, tu les sens du surveillants, ils sont bruit. là, ouais, trop bien. Ils marquent 1-0 au tableau.
Donc déjà, tu vois ça, les profs c'était la dernière session de la journée, la dernière session d'Euro. Les profs dehors, ils avaient sorti des bières à l'ENS pour y regarder le match. Moi, je rentre dans la salle d'examen. Le mec, il me dit direct, il me dit bon, allez, on va faire vite, il y a le match. Ok, Donc, ok. bah, on va faire vite. Moi, j'étais pas concentré, j'avais fait un exercice à moitié, j'étais pas dans le truc. Au final, bon, j'ai pas une bonne note, je suis pas un bon un truc, je suis genre un 12, un truc comme ça. Mais c'est ça qui me plombe pour les mines, parce que c'était le gros coef des mines. 12, ça te permettait pas Non, d'intégrer? non, non. En fait, du coup, ça m'a fait baisser un mes classements. Le problème, c'est que moi, j'ai fini, du coup, je faisais 40e du concours des mines. Sauf que les mines de Paris, il faut être dans les 20 premiers. Il faut aller Hmm. dans les 20 premiers. Moi, du coup, après, je m'étais dit, bah, vu mes classements, je vais aller à Télécom. Parce que généralement, statistiquement, c'était plutôt des mecs qui étaient autour de 60-70 qui allaient à Télécom. Sauf que Télécom, c'est une place. Et c'est un collègue à moi qui était 20e qui l'a pris. Voilà, boum, c'est fini. Mais donc, du coup, pas de mine. Centrale, je suis Eh ben oui, il y a Centrale Supélec. Centrale Supélec, je finis troisième sur liste d'attente. Donc je fais des tours, ça avance pas, ça avance pas. Et en fait, il y a tellement peu de gens en concours que ça rien qui bouge. Donc, au bout d'un moment, j'avais Centrale Lyon. J'ai dit, bon, bah, allez, ok, j'accepte Centrale Lyon, tu vois. Mais au final, j'ai été dégoûté. Quand j'ai vu Centrale Lyon s'afficher, j'ai dit, putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'ai passé à côté de bonnes écoles aux mines, des ponts, etc. Je suis passé à côté de Centrale Supélec. Alors qu'en fait, initialement, j'étais là en mode Ben oui, les arts et métiers, tu vois, les arts et métiers, bien sûr, c'était ouais, vraiment ouais, ouais. le max que je pouvais avoir. Ou alors, et en fait, vraiment, le truc, c'était de putain, mais ma copine elle m'a dit mais enfin reviens sur terre quoi, enfin regarde d'où tu viens, regarde d'où tu viens aussi, regarde tout Bien ce que sûr. tout ce que t'as fait et t'as Central Lyon au final. Moi j'étais déçu, je voulais avoir mieux, je me dis mais j'aurais pu avoir mieux. Euh, j'ai pas choisi de QB parce que je me suis dit franchement, est-ce que je vais vraiment QB pour faire quoi? Pour avoir mieux, j'aurai des points de retard. Est-ce que je vais faire des meilleurs concours? Parce qu'il y a toujours un facteur chance aussi. Est-ce que je vais avoir autant de motivation pour me remettre dedans? Je me connais, j'ai dit non. Ouais, Je vais partir en je peux école. comprendre le facteur motivation. En revanche, tu as beaucoup plus de scientifiques qui, quand ils cubent, par rapport à la prépa commerce toujours, ont statistiquement bien meilleur ou mieux que ce qu'ils avaient eu parce qu'il y a moins Enfin, nous, quand on parle de facteur chance, c'est vraiment. J'ai vu un prof corriger devant moi une copie de Géopo. C'est le gars, il a son café, il passe 1 minute 30 par copie. C'est l'intro, 30 secondes. Après, en diagonale, on regarde le plan si c'est propre, bien aéré. On lit la conclusion et puis après, c'est expédié, tu vois. 8 sur 20 et au suivant. Et le mec te plombe 2 à 3 ans de prépa en 2 Je minutes. suis totalement d'accord avec toi. Effectivement, nous, on a deux épreuves de français, français philo. Moi, j'ai eu des très bonnes notes en français philo. C'est ce qui m'a permis d'avoir des bonnes notes, enfin des points au concours central. Effectivement, tu as moins ce truc-là. Mais tu as toujours le risque d'être pas bien le jour de l'examen, d'avoir un truc. Ça, Et c'est très vrai. effectivement, peut-être en MP ou en PC où tu as beaucoup plus de candidats, c'est peut-être beaucoup plus facile en deuxième année de faire mieux. En PT, pour faire mieux, il aurait fallu enfin, j'arrive 40e. Enfin, je veux dire, il faut que je C'est vrai gagne que top 20 50 places. sur 3000, c'est quand même C'est, énorme, enfin, hein. ça joue, et c'est surtout qu'on se joue T'es top tous à, 3%. des dixièmes de points, hein. C'est toujours des dixièmes de points qui vont te faire passer quelques places. Enfin, je veux dire, il suffit juste que je me loupe à une seule épreuve. Enfin, surtout que j'ai eu des super bonnes notes. Enfin, je veux dire, je vois pas comment je peux C'est avoir vrai, ouais. plus de 17, 18 dans certaines matières Et l'année comme tu prochaine. dis, entre le mec qui a 13 et 13,2, il y a probablement 50 places. Et en fait, quand tu arrives vers le haut, ça devient très compliqué parce que tu peux pas. Enfin, à un moment donné, tu es limité pour avoir plus. Enfin, je me voyais pas avoir 18 de partout, Ok. même avec un an de plus. Donc, si j'étais tombé dans les 150e du concours, j'aurais pu dire, ok, là, il y a un truc à jouer. Je peux faire une année en plus et faire gagner 50, 100 places. Mais là c'était compliqué. Ouais. Ok. Et finalement, Central Lyon, ça se passe comment? Incroyable. Incroyable. Euh, L'intégration, les premières semaines. Central Lyon, moi j'ai un cousin un peu éloigné qui a fait Central Lyon. Donc je me suis dit, bah, voilà, je connais un peu, il m'en a parlé. Bon, ça a l'air sympa, le campus est sympa, Lyon c'est une ville que je connais pas. Et en fait, mais c'est une école incroyable. Enfin, c'est une école incroyable. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Mais quand je suis arrivé, c'était incroyable. Enfin, pour la vie étudiante, je veux dire, les week-ends d'intégration, les soirées d'intégration, c'était fou. C'était fou. On a des résidences.
pour les premières années, À l'intérieur de à Centrale. l'intérieur du campus. Ok. Et quand on arrive le premier jour, on a un entretien avec le bureau des résidents, donc c'est des étudiants des résidences qui te font passer un entretien. Parce qu'en fait, chaque étage, donc tu as 4 bâtiments avec 6 étages, et chaque étage a un thème. Et plus tu montes en hauteur, plus tu vas être sur des étages festifs. Ok. Voilà, donc tu vois, Fallait pas être au 6e, quoi. voilà, t'as l'étage, les sixièmes, c'est les étages rugby, etc. Tu vois, c'est vraiment des étages festifs. Ok. Et donc, on te pose des questions. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu veux plutôt un endroit calme? Est-ce que tu aimes faire du sport, du rugby, de la montagne, du truc? Et pour être placé un étage. Moi, j'ai été placé donc au 5e étage. Donc voilà. Donc dans un double étage qui s'appelle le V45, donc bâtiment V, étage 4 et 5, qui est l'étage ski montagne. Parce que voilà, moi c'est des choses que j'aime bien, mais aussi très festif, très bonne ambiance. Juste au-dessus de nous, il y avait l'étage rugby, et donc on fait nos soirées dans nos étages, plus les soirées sur le campus. On a une espèce d'intronisation où on nous donne des surnoms, on a un parrain, Ça, j'ai entendu parler, ouais. voilà. C'est très marrant, ça. C'est incroyable. Et Très on marrant. s'appelle tous dans Et tout le l'école monde t'appelle par ça, par ouais, leur bien surnom. sûr. On ne connaît, quand tu arrives, tu ne connais les gens que par leur surnom à Centrale. Et c'est vous, et même ça reste après. Moi, aujourd'hui, mes potes, il y en a certains, on les appelle encore par leur surnom. Ça commence à partir au fur et à mesure, mais ça reste. Comme quoi, Ouais, bien sûr. ça reste pendant longtemps. Et la vie associative est incroyable, vraiment incroyable. Mais donc première année sur le campus, je passe beaucoup de temps à faire la fête, beaucoup de temps à faire toute autre chose que d'aller en cours. Je vais pas en cours. Ah, et t'avais pas d'absence à justifier, de... Si, j'ai eu un blâme d'absence, parce que j'ai fait des rattrapages sur plein de matières, notamment les maths, parce que je m'en foutais, enfin, j'étais plus là pour faire ça, j'avais plus envie de travailler, j'avais envie de faire la fête. Ouais, J'avais je envie de peux faire la fête, comprendre. j'avais envie de faire du sport, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait le raid, j'ai fait plein d'activités, mais pas faire les cours. Ça, j'avais plus envie, surtout des cours magistraux dans des amphis où on est plein sur des sujets qui m'intéressent pas, avec des profs qui sont pas intéressants, qui sont très bons dans leur domaine, mais pas du tout intéressants. Pédagogue, Ouais, ouais. horrible, horrible. Et puis tu as le droit d'avoir aux ordinateurs, puis tu as le droit d'avoir ton téléphone. Et puis le prof, si tu joues à Minecraft sur ton ordi, il te dit rien. Ça veut rien dire. Si tu Mais regardes un oui, film, il te dit rien. Et donc en fait, ouais, c'est tu vrai. découvres un autre truc où tu vois, tu fais typiquement, je te dis, moi j'avais en première année TD d'informatique. C'est l'époque où il n'y avait pas de chat GPT, hein, donc c'était les TD d'informatique, je devais vraiment coder des trucs, des programmes. On avait ça le vendredi matin. Jeudi soir, nous on faisait la fête toute la nuit. Le vendredi matin, moi j'arrivais en cours, en télé, j'ouvrais mon ordinateur et je repartais me coucher. Donc il y avait mon ordi qui était ouvert. Je venais donc c'était à 8h. À 11h30, je venais, je récupérais mon ordinateur, je disais monsieur, je suis fatigué, je peux aller aux rues? Et donc là, tout le monde partait, on allait tous Ça, manger mais et j'avais ouais. rien fait. Et donc pendant 4 séances de télé, je faisais rien. Et au bout à la fin, on devait rendre quelque chose. Sauf que du coup, vu que c'est des profs qui donnent les mêmes TD chaque année, bah, on les connaît Tu as les déjà le trucs. TD, bah oui. Et bah oui, donc du coup, on faisait comme ça. Et tu fais autre chose en cours, Et hein. tu fais, et en fait, t'es- honnêtement, c'est dommage parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Et en fait, quand tu prends du recul, tu peux apprendre encore plein de choses, plein de trucs ultra intéressants. Mais j'ai pas envie. Voilà, t'as pas envie. T'as pas envie. Pareil, j'avais envie d'apprendre le japonais. Mais ils m'ont mis les cours le mardi soir à 20h. Mardi soir à 20h, je suis au bar. Je suis pas en cours de japonais. Donc j'allais pas en cours de japonais. Donc c'est dommage, c'est dommage parce que vraiment, quand t'arrives, tu sors de prépa, tu décompresses d'un coup et t'as envie de faire autre chose. On a tous ce syndrome-là quand on sort de prépa. On veut tout faire, on est hyper curieux. Il y a un pic de curiosité. Dès que tu sors de prépa et que tu arrives en école, tu te dis, bon, bah, c'est bon, je vais monter cette boîte, je vais apprendre à mixer, je vais devenir barman et à côté de ça, je vais majorer la promo. Exactement. En Exact. réalité, tu peux pas faire mille trucs. Et tu te rends compte dès les premières semaines que tu vas plus faire autre chose que les cours. Ouais, c'est ça. Et puis t'as les assos. Puis tu vois, moi je suis rentré au BDE. Donc C'est gros le BDE non, alors à le BDE Centrale? c'est un peu différent. Alors pour le Ok. coup, Centrale Lyon, le BDE c'est une espèce d'organe, on va dire, de contrôle qui Ah, chapeaute c'est un la peu police. toute la vie associative. C'est plus Ok. le genre, si on se met dans une entreprise, c'est plus le conseil d'administration de l'entreprise. Tu vois? D'accord, ok. C'est-à-dire que c'est toi qui as la trésorerie, tu gères la trésorerie pour Ah, tu pour gères les tout le budgets, monde? tu gères les budgets pour tout le monde, Ah ouais. tu dois tout gérer. Donc moi j'étais à la communication.
Et donc en fait, tu t'occupes de toute la communication de l'AECL, donc de toutes les assos qui sont sous le BDE. Comme tu as le C'est BDS qui marrant. chapeaute tous les clubs en Que dessous. sportif, quoi. Donc par exemple, on n'organise pas le Way, mais il y a une équipe de 18 personnes qui organise le Way. Et on travaille avec eux sur le Way. Il y a une équipe qui organise le gala. On travaille avec eux sur le gala. Et donc on travaille en fait sur vraiment toutes les assos. En l'étant un peu, on fait c'est un peu comme du conseil finalement, tu vois, Ouais, on bien retrouve un sûr. peu. C'est une boîte d'événementiel aussi. Ouais, en fait c'est très intéressant et tu vois un peu tout, mais c'est un travail un peu ingrat parce que dès qu'il y a des problèmes, bah, en fait ça retombe sur toi. Ouais, Donc, ça, on va voir qui et est la source. l'administration, tu es responsable vis-à-vis de l'administration parce que c'est une asso loi 1901 et il n'y a que nous qui étions enregistrés en préfecture. Donc c'est-à-dire que s'il y a un problème dans l'asso, dans les 150 assos qui est en dessous, s'il y a un mec qui fait de la merde, ça retombe sur toi. C'est toi qui es enregistré en préfecture. Ok. Voilà, donc t'as quand même une responsabilité. Ok. T'avais quel poste au BDE, toi? Moi j'étais à la com, moi gérais la com, hein. La com? Un Ok, truc ok. tranquille. Ok, ça va, ouais. Ok, ok. Et t'as d'autres assos à côté ou t'es que au BDE? Non, j'ai d'autres assos. Je suis au club œnologie aussi. Ok. Donc voilà, féru d'œnologie, on sert des assiettes de charcuterie au bar avec du vin. Voilà. Non, on fait des petits événements, on a fait des visites de cave, on fait. Faites le no tour. Non, Ok. non, 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 non. Non, c'est pour rigoler, tu vois, c'est pour rigoler. C'est Ok, comme, ouais, il y ouais. a, il y a le club kebab, il y a plein de clubs qui sont le club Bretagne, il y a plein de clubs qui sont super rigolos et tout le monde peut monter un club. Il faut 3 personnes pour monter un club et tu as des clubs de tout et n'importe quoi. Tu vois, tu as Ok, les... le club changement d'heure qui est censé prévenir quand il y a les changements d'heure. Voilà. T'as des les gars, trucs super. ils T'as font des, une intervention 5 voilà, minutes voilà, dans l'année. voilà, mais t'as des trucs super drôles. C'est juste histoire de dire, bah, t'as des prétendants, tu fais des activités pour trouver les personnes qui vont te remplacer l'année suivante. Voilà, donc c'est super intéressant. Et j'étais aussi au club des supporters. Parce que, en fait, c'est super. Enfin, ça s'était créé juste l'année avant moi, c'était Central Méga Ultra. Toujours des noms, toujours avec des mégas, des centrales, Extravagant, voilà, bien des sûr. trucs. Et en gros, on était censé créer des chambres sur le modèle des ultras dans le foot pour reprendre des champs à l'image de centrale et pouvoir faire des supporter, on va dire, pendant les événements, les intercentrales, le derby, etc. Voilà. Et au fur et à mesure, ça a grossi, grossi. Aujourd'hui, je sais que c'est un gros truc. C'est un gros truc aujourd'hui. Et c'est vraiment voilà, issu de la culture ultra des clubs de foot. C'est quoi les événements intercentrales que vous avez? Alors, Des sortes de derby? il y a le derby, donc c'est un événement qui se joue avec le NTPE, qui est une grosse école d'ingénieurs qui est à Lyon. On a le Challenge, qui est un événement qui réunit 3000 participants issus de plein d'écoles d'ingénieurs en France. Il y a les intercentrales, donc c'est le tournoi entre toutes les écoles centrales. Puis on participe aussi au tournoi de Centrale Supélec. Il y en a aussi qui vont faire le tournoi des mines, le tournoi de l'X. Bon, voilà, il y a plein de tournois sportifs dans l'année. Plein de bonnes raisons de ne pas travailler Ok, et de faire autre chose. ok. Maintenant, d'un point de vue plus pro, qu'est-ce que ça t'apprend, Central? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire après? Est-ce que tu choisis, tu as fait ton premier stage en audit? Est-ce que c'est lié au fait que tu avais des aspirations dans le domaine du conseil et de l'audit ou pas spécialement? Tu as fait ça parce que. Alors, euh, je pense qu'on a bien compris le personnage, mais C'est ça que je pose la question, voilà. gentiment. Donc, en première année, mon avenir pro, c'est pas le sujet. Mon sujet, c'est où je sors ce week-end. En deuxième année, c'est toujours pas mon sujet. C'est comment avoir le moins de cours, comment faire le moins de choses et pouvoir profiter le plus de la vie. Parce que tu dis tampon central, ça devrait le faire où que j'aille, ou pas spécialement. Ouais, mais c'est que je m'en fous en fait. Ouais, t'en as rien à faire. Ouais, ouais, ok. C'est Tu juste veux que juste. c'est pas du tout mon avenir pro. C'est loin. Ce qui est faux. Mais c'est loin. Et en fait, je me retrouve. On dit, ouais, bon, il faut faire un. On a la possibilité, en fait, de soit, au bout de la deuxième année, partir en échange à l'étranger, donc faire un double diplôme, soit de continuer faire une troisième année à Centrale, soit de faire une césure. En fait, il s'avère que 80% de la promo fait une césure. Voilà. Ok. Donc moi, j'ai dit, bon, bah, tous mes collègues faisaient une césure, bah, je vais faire une césure. Voilà. Et donc, il faut trouver un stage. Bon, pour trouver un stage, donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre Job Teaser, le Job Teaser de Central Lyon. Je dis, bon, bah, je sais pas, je postule à des trucs. Donc, je postule à des trucs. Pour
Il y a des noms que je connais. Ah bah tiens, eux, ils sponsorisent tel événement à Centrale, je les connais de nom, allez, je postule. Mais je sais même pas ce que c'est. Je postule, je verrai bien. Et un jour, il y a Deloitte qui m'appelle et ils me disent bon, bah voilà, on a vu votre candidature, on aimerait bien voilà, vous faire passer un entretien pour un stage. Je dis super. Deloitte, je connais, ils sponsorisent des événements à Centrale. C'est vraiment le seul Sauf prix que sur lequel tu vois je ne sais pas Deloitte. pourquoi j'ai postulé, je me rappelle pas. À l'époque, mais aujourd'hui, si je postule, j'ai une feuille Excel avec, voilà, j'ai postulé à telle entreprise, ils font de ça, il y a telle fiche de poste, etc. Mais à l'époque, j'ai postulé à des trucs. Donc Ouais, je me pointe à t'es l'entretien. entre deux pintes, Pour t'as envoyé. faire exactement, donc je me pointe à l'entretien chez Deloitte. Je dis, bon, je vais mettre une chemise. J'y vais en jean, basket, chemise, pour faire de l'audit, Le bon hein. samaritain. Je vais revenir après. Donc je suis reçu. Je ne sais pas pour quel poste c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour quel poste. Je sais que c'est chez Deloitte. Donc je rigole bien, haha, je vais faire un entretien chez Deloitte, je rigole bien avec mes colocs, mais je ne sais pas pourquoi c'est. J'y vais. Bon, c'est pour faire de l'audit. Je dis, je ne sais pas ce que c'est de l'audit. Et on me dit, vous avez fait de la finance d'entreprise? Je dis, ouais, ouais, j'ai fait de la finance d'entreprise, bien sûr. Ouais, j'avais eu des cours de finance d'entreprise à Centrale. Je sais même pas si j'y suis allé, mais j'en ai eu. Elle me dit, ok, donc du coup, c'est quoi la différence entre l'actif et le passif? C'est quoi la différence entre un bilan et un compte de résultat? Moi, je baratine deux trucs. Au final, je me dis, bon, je sais pas, mais elle avait l'air convaincue de ce que j'avais raconté. Moi, je sais que j'ai raconté n'importe quoi. Je sais que je ne sais pas la réponse. Ah Mais ouais, mais comment tu, enfin, parce que ça c'est le truc, c'est tu sais ou tu sais pas. Je vois pas comment pipoter sur. tu peux pipoter sur tout. Tu peux apprendre à pipoter sur tout. Mais, mais typiquement, oui, tu peux faire croire que tu sais alors que tu ne sais pas. Voilà. Et donc, bah, finalement, elle est convaincue. C'est manager quand même, donc quand même pas rien. Et on me dit, ok, bah, le tour suivant, tu vas pas aller voir le partenaire. Donc, ok, je vois le partenaire. J'arrive, il me regarde de haut en bas, il me dit alors normalement je suis pas censé vous recevoir. L'audit, c'est costume, cravate, et chaussures bien, pas un jean et des baskets et une chemise par passé. Il me dit bon, on va quand même faire l'entretien. On verra. Donc finalement le fit passe bien, hein. Le fit passe bien, ça se passe super bien. Bon, bien ça, donc moi je rentre, je raconte mon histoire, tout le monde, ah putain, mais t'es con, effectivement, enfin, t'es con, tu sais même pas pourquoi tu postules, tu vas faire des entretiens, t'en sais rien, t'arrives à habiller comme un clodo, enfin franchement, t'abuses. Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Et donc je dis, bon bah tant pis, je trouverai un stage plus tard. 3 jours après, on me rappelle, on me dit, bon bah écoutez, on va vous faire une offre de stage pour Ok, reprendre en ça part stage. pour Deloitte. J'ai dit, mais incroyable, bah alors ça part pour Deloitte. Pourquoi? Pas parce que je veux faire de l'audit, pas parce que j'ai un plan de carrière, parce qu'ils m'ont accepté en stage. Mais je n'en sais rien. J'en sais rien. Et là, le Covid arrive. J'étais censé commencer à Lyon. Et là, le Covid arrive. Donc, moi, je vais passer. J'en ai parlé tout à l'heure, mon oncle était à La Réunion. Et je pars avec ma copine. On part à La Réunion. Parce que pour pas passer le confinement dans notre chambre d'étudiant, mon oncle il me propose, il dit bah, venez faire le confinement. Moi, à La Réunion, il y a de la place. Venez. Donc, je me retrouve à faire le confinement chez lui. Donc, forcément, je ne peux pas commencer mon stage. Mon stage est annulé. Mais finalement, je contacte le partenaire. Je l'appelle sur son numéro de téléphone. Et il me dit, bah écoute, je vais essayer de te trouver une place à Paris. Donc ça te dirait d'aller à Paris? Je dis, oh non, flemme, Paris c'est loin. Et ma copine, elle me dit, mais t'es malade, hein. Tu viens de refuser un truc à Paris. En plus, on me propose un meilleur salaire. Donc je dis, bon, allez, ok, je vais accepter le stage à Paris. Donc je le rappelle, je dis, ok, non mais en fait, effectivement, j'ai bien réfléchi, je vais prendre le stage à Paris. Donc je pars à Paris faire ce stage en audit. J'ai aucune idée de ce que c'est le métier. Tu t'es même pas dit, je vais me chauffer à apprendre ce que c'est un actif et un passif. Rien, rien. J'arrive au début, on a 3 jours de formation. 3 jours de formation, je ne comprends rien. Ils rentrent dans le détail de comment on fait l'audit de compte. Donc il faut avoir des vraies notions de comptable, des vraies notions de finance d'entreprise que je n'ai pas. Je ne comprends rien. Donc forcément, bah, j'écoute pas. J'ai tout oublié, évidemment. Et donc j'arrive, je sais pas de quoi on va parler, je sais pas quoi faire. J'ai fait illusion pendant 5 minutes, c'était rigolo, mais là, on va mettre sur une mission, je vais pas faire illusion là-dedans. Et au final, je commence à faire des missions et ça se passe très bien. J'ai appris au fur et à Ouais, mesure. t'apprends empiriquement, Ouais, quoi. j'apprends au fur et à mesure. En fait, Ok.
on oublie vite qu'on a une force on a appris en prépa. Même si j'ai eu une expérience prépa un peu houleuse, mais on apprend en prépa, on apprend à apprendre. Et donc très rapidement, j'ai compris les trucs, c'est pas compliqué. Je me suis acheté un plan comptable, j'ai appris le truc, Ouais, c'est pas dur. et puis à force de regarder, tu regardes, tu dis bah voilà, aujourd'hui tu vas auditer tel compte. Ok, bah, je regarde ce qui avait été fait l'année d'avant et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait fait ça. Et pareil sur tous les autres comptes. Et en fait, je deviens super, enfin, je deviens bon, hein. Enfin, du coup, je deviens super bon. J'ai pour un stagiaire beaucoup d'autonomie. On m'a envoyé faire des missions tout seul en Suisse. Ok. Euh, Bah, ça, je peux le raconter. Dans une partie de l'audit, tu es censé faire des inventaires. Tu es censé faire des inventaires. Et j'étais censé être avec un manager pour aller auditer une cave de jambon En Suisse. à côté juste à la frontière suisse. Ok. En France, mais côté suisse. Le manager, il m'appelle, moi je suis en vacances dans le sud, il me dit bon écoute, ben moi je suis en vacances, du coup tu y vas tout seul? Je lui dis bien sûr, évidemment. Donc je me retrouve un 31 décembre à prendre un avion entre Paris et Genève, aller à Genève, louer une voiture, aller prendre une chambre d'hôtel tout seul. Je suis stagiaire. Je suis stagiaire. Et stagiaire, premier travail. Hein, Ouais, bah premier travail. P1, ouais, bien sûr. Et donc je vais faire mon audit tout seul. Mais enfin, je veux dire, on m'a laissé des responsabilités, on m'a laissé faire des mémos de compte, faire des trucs, parce qu'au final, je me suis super bien débrouillé. Et j'ai appris vraiment plein de choses. C'était ultra intéressant. C'était ultra intéressant. Je ne ferai pas ce travail toute ma vie parce que c'est très chronophage et c'est pas hyper stimulant intellectuellement, mais ça t'apprend plein de choses. Enfin, franchement, et pour le coup, dans mon parcours, ça s'y inscrit vraiment. Enfin, je veux dire, c'est une bonne idée de premier stage pour faire du conseil derrière, pour faire autre chose, de faire de l'audit. Ça vous apprend les bases de la finance d'entreprise. Ça vous apprend des bonnes notions d'Excel, savoir faire un Excel. Faites pas de présentation, mais savoir faire de l'Excel, avoir une force capacité de travail, parce que tu travailles quand même jusqu'à tard, tu as quand même de la pression, tu as quand même des délais, tu as du travail en équipe, tu as de l'exposition aux clients, où tu vas devoir parler avec bon, des gens dans des directions financières. Et en fait, c'est super enrichissant, et tu apprends plein de choses. C'était une super bonne expérience. C'est rassurant ce que tu dis, parce qu'en école, on n'a pas l'impression d'apprendre beaucoup. Et les infos qu'on a des deuxièmes années, enfin des troisième, quatrième années, ceux qui ont déjà fait leur stage, c'est que tu apprends 1000 fois plus sur le terrain et en faisant que derrière un bouquin ou derrière un ordi. Je suis totalement d'accord, je suis totalement d'accord. Alors après, je dis pas parce qu'au final, quand je me replonge après dans mes cours de finance d'entreprise, je me dis, bah en fait c'était super utile. Effectivement, on m'a expliqué tout ça, tout ce que je comprenais pas. Bah en fait c'était Ouais. marqué. Donc je dis pas après travailler sur des équations en mécanique des fluides, ça m'a pas servi, ça me servira peut-être pas. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce truc de finance d'entreprise, ça m'a servi. Des trucs en info qui auraient pu me servir. Des trucs. Enfin, il y a plein de trucs en école d'ingénieur qui peuvent te servir, même des choses que tu as fait en prépa. Mais tu n'as pas le recul, la maturité à ce moment-là. En tout cas, je vais parler pour moi, pas de manière générale, mais pour te dire ça va me servir dans tel boulot plus tard. En fait, tu ne sais pas. Ok, j'ai pas pris mon destin en main, j'ai pas assuré mon parcours pro, mais je, je trouve qu'on n'était pas assez informé des métiers, des métiers qu'on avait derrière. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est super large. C'est super large. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le nom de grandes entreprises. Donc, tu dis, ok, moi j'ai envie de travailler dans l'énergie, j'ai envie de travailler dans ça. Mais au final, tu sais pas ce que c'est le métier. Hmm. Même un métier de chef de projet, un métier de business analyst, mais c'est des métiers, tu vois de loin. Ouais, c'est un Alors, beau nom, mais sur le exactement. CV, en réalité, tu sais pas Ouais, ce que ça fait ouais, en fait, derrière. tu sais pas quelle est vraiment tes tâches de tous les jours. Mais est-ce Euh, que c'est quand même plus clair ce que tu veux faire plus tard ou pas Ben, spécialement? à ce moment-là, je commence à me questionner, à me dire, bon, il faut peut-être réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire. Beaucoup de gens, globalement, il y a quand même une bonne partie de la promo centrale qui sort, qui va faire du conseil. J'ai Ok. entendu du conseil, du conseil, du conseil, du conseil, du conseil. Je me dis, bah, je vais aller faire du conseil. À ce moment-là, j'aimerais bien partir à l'étranger pour mon deuxième stage de césure, mais c'est encore le Covid, c'est encore Période compliqué. d'incertitude. J'ai fait une partie de mon stage en audit pendant le deuxième confinement, donc c'est encore un peu compliqué de trouver des stages à l'étranger. Et là, tu vois, là par contre, j'avais fait un Excel avec tous les trucs que j'avais postulés. Il y avait du rouge de partout parce que j'avais été refusé de partout dans les stages à l'étranger. T'avais postulé en quoi? Conseil, dans plein de trucs. Et là, pareil, en fait, Des gros cabinets ou juste à non, même l'étranger? pas forcément à l'étranger. En fait, il y avait à l'étranger, je cherchais un peu de tout. Je cherchais un peu de tout. En fait, peu importe, je me disais, mais
il me faut une expérience à l'étranger, parce qu'en fait, il fallait que je valide ma mobilité, donc avoir fait 6 mois à l'étranger minimum pour valider mon diplôme. Ok. Donc il fallait que je trouve un stage à l'étranger, et je m'étais dit, en fait, peu importe tout ce que je ferai, ça sera intéressant, je serai à l'étranger, je vais découvrir de nouvelles choses. Voilà, sauf que très compliqué. Donc du coup, je me rabats en disant, bon, ben, je vais faire du conseil. À ce moment-là, il y a Wavestone qui me contacte en me disant, bah, on aimerait bien faire passer des entretiens, ça vous dit? Je dis, bon, bah, c'est de la tech, moi j'aime bien la tech, j'ai une forte appétence tech, c'est du conseil, allez, on y va. Mais j'ai pas encore vraiment de plan de carrière. À ce moment-là, je me dis, ça peut être intéressant, je sais pas encore ce que je dois faire derrière, mais c'est un stage de césure, ça engage rien, je prends l'expérience, c'est une évolution après mon stage d'audit, peu importe ce que je veux faire, ça sera un plus. Et donc, du coup, je passe les entretiens. Et très tôt, hein, en novembre, je commence mon stage début septembre. En novembre, j'ai déjà mon offre chez Wavestone pour commencer en avril. Donc, au final, j'ai pas perdu de temps. Et donc, je fais tout mon stage d'audit en sachant très bien que j'ai quelque chose derrière. Pareil, j'ai assuré le coup, j'ai pas voulu prendre de risques. C'est la partie Covid, on sait pas trop ce qui se passe. Donc, je termine mon stage d'audit, je prends une semaine de vacances et j'attaque chez Wavestone. Là, on est sur encore du post-Covid. Il n'y a personne dans les bureaux. Full télétravail. Ouais, full télétravail. J'ai dû aller deux fois dans les bureaux, 3 fois. Je suis allé 3 fois dans les bureaux à la Défense, chez Wavestone. Tout le reste, j'ai fait tout le télétravail. Et là, par contre, là, on retombe en termes en termes de contenu, on va dire. Je tombe sur des missions pas intéressantes du tout. Mais vraiment, vraiment le stagiaire niveau, enfin, stagiaire moins quoi. Ok, En ouais. audit, j'avais plein de responsabilités, je faisais plein de trucs, c'était super intéressant. Là, on me dit, bah écoute, là, pendant 3 mois, je travaillais pour un grand groupe d'énergie qui ont des bureaux et des collaborateurs partout dans le monde. Là, il y a des gens, on déploie des nouvelles versions de Microsoft. Il y a des gens qui n'ont pas mis leur VPN à jour et on ne peut pas faire le déploiement de Microsoft. Donc en fait, tu vas appeler 15 000 personnes dans le monde pour qu'ils mettent à jour leur VPN. Eh ben, Et tu vas faire ça pendant 3 mois. J'ai oh dit, la bah, clim. j'ai dit, bah non. En plus, je suis en télétravail chez moi. Je dis, bah non, en fait, je fais pas ça, moi. Enfin, je suis. Ouais, Je on n'est dis, pas dans un centre d'appel, mais oui. ouais, genre, j'ai vraiment envie d'apprendre le métier. Là, j'apprends rien. Je vais rien apprendre. En quoi je vais progresser donc, à côté de ça, et c'est pour ça qu'il te donne un espèce de sujet de stage de travail. Moi, je travaille sur la 5G pour justement, au cas où tu fais pas de mission, parce que ça peut arriver, ou au cas où ta mission n'est pas intéressante, pouvoir faire autre chose. Mais il s'avère que voilà, j'ai fait ça, et pareil, après j'ai travaillé pour un autre groupe, et finalement, dans mon stage chez Wavestone, c'était pas intéressant, j'ai rien fait, j'ai appelé des gens. J'ai appelé des gens pour qu'ils mettent à jour leur VPN. Aucune valeur ajoutée. Donc finalement, bah, je suis dans mon 20 mètres carrés à Poissy. Oh, Euh, j'habite à Saint-Germain, à ok. côté. C'est marrant. Voilà, bah, moi j'étais à Poissy à ce moment-là, j'avais un petit studio. Je passe toutes mes journées, donc j'ai une pièce, je passe toute ma journée dans cette pièce à faire des appels. Enfin, ça, je deviens fou, quoi. Je fou. Donc, ce que je fais, c'est que je fais mes journées courtes. Après, je vais courir 1 heure dans le bois de Saint-Germain. Ou alors après, je fais du sport, enfin, genre de la muscu dans ma pièce, quoi. Et puis à un moment, où je baisse. En fait, je vois aussi que on me dit de faire, je sais pas moi, 15 appels par jour. Les 15 appels, je vois que j'arrive à les faire plus ou moins en une demi-journée. Bah, ça me fait des demi-journées de libre. Qu'est-ce que je fais? Bah, je fais autre chose, je joue aux jeux vidéo, je vais faire des tours. J'ai une autre vie, quoi. Ok. Et, Et le vo- finalement, le et, boulot devient secondaire à ce moment-là. et t'étais payé combien chez Deloitte et puis chez Webstone? Alors, chez Deloitte, j'étais payé 1 700 € brut par mois. Et chez Wavestone, je pense que c'était la même chose. Peut-être Ok. 1 800 €. T'as jamais négocié un salaire de stagiaire? De toute façon, ça se négocie pas un salaire Non, de ça stagiaire. négocie pas. Et puis, ça m'allait très bien. Enfin, j'avais de quoi payer. Je payais 900 € de loyer. C'était mes seuls frais. Plus mon TGV max pour aller voir ma copine qui était à Lille. Euh, J'avais quasiment aucune dépense. Un peu de nourriture, etc. Mais ça m'allait très bien. Je vivais très bien. Enfin, je veux dire, j'avais plus besoin de demander d'argent à mes parents pour me payer le loyer. J'étais super content. Ça m'allait très bien. Et donc après Webstone, t'envisages Ouais, sérieusement le conseil en fait, et... je me dis, c'est pas le conseil, ça. Ça, je veux pas faire ça. À la fin, on me dit, super, vous avez fait un super stage, c'est super bien. Vous voudrez pas revenir chez nous à la fin de votre école? Je leur ai dit, mais jamais de la vie. Je reviens pas.
Pas envie Enfin, d'appeler des alors gens après, pendant on 10 a ans. plein de gens qui ont eu une expérience différente. Il y en a qui ont eu des expériences catastrophiques chez Waystone, il y en a qui ont eu des super bonnes expériences. Donc franchement, je peux pas juger, je suis peut-être tombé à un mauvais moment aussi pendant le Covid, etc. Mais le boulot à ce moment-là, c'était redevenu secondaire pour moi. Et à ce moment-là, je commence à réfléchir, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Moi, les métiers d'ingénieur, finalement, ça ne m'intéresse pas. Je ne me vois pas chef de projet dans l'éolien, chef de projet faire de l'électrification, je sais pas, faire du conseil très technique. Je suis pas quelqu'un de technique. Je suis pas, ça m'intéresse pas. Faire des calculs toute la journée, des trucs d'ingé, ça m'intéresse pas. Et puis j'ai toujours ce truc derrière de, moi ce que je veux faire c'est du business. Voilà, je veux faire être dans une entreprise, la faire grandir, faire plein de choses. Et donc là, je recherche sur internet, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vois conseil en stratégie. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est le conseil en stratégie? Et là, je découvre. Et là, je découvre que bah, c'est vraiment travailler les directions générales, faire résoudre des vraies problématiques stratégiques pour des entreprises. Je me dis, bingo, c'est ça que je veux faire. Tu n'as aucun retour sur la strat en te disant que c'est hardcore, que tu travailles énormément les premières années, À ce puis moment-là, je qu'ensuite suis quand pas tu du tout à deviens. ça. À ce moment-là, je suis vraiment de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. J'ai pas ce truc-là. Alors ouais. Et je le vois aussi. C'est que tu es bien payé. Ouais, Parce ouais, que je me dis, mais ouais, attends, mais c'est massif. parce que moi, je vois, on a des stats sur les salaires de sortie à l'école de Centrale. Ok, ben, moi, je vois que c'est 50% supérieur à ton salaire de sortie. Je me dis, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, voilà, c'est ça que je veux faire. Tu es bien payé, tu as des sujets intéressants. Et puis, c'est élitiste. Moi, je reste toujours dans ce truc. Comme quand je t'ai dit, j'ai choisi la meilleure prépa. Je veux le meilleur truc. Et je vais aller chercher le meilleur. Donc, je vais faire du conseil, mais je vais aller chercher le meilleur truc du conseil. Donc, je me dis, je vais faire du conseil en stratégie. Et là, en fait, pour remettre un peu dans le contexte, même un peu avant que j'ai commencé, parce que j'ai commencé à avoir cette première réflexion quand j'étais à La Réunion, quand j'étais donc avant de commencer même mon stage en audit. J'avais déjà vu ce que c'était le conseil en stratégie. Et en fait, après, donc c'était un peu décanté, et à un moment donné, j'avais déjà eu mon offre chez Waystone, mais j'avais dit, tiens, je vais peut-être essayer du conseil en stratégie. Et j'avais postulé chez LEK. J'étais allé les mains dans les poches, on m'a dit ouais, il y a des entretiens et des études de cas. J'avais lu 2 trucs sur les études de cas, j'avais dit allez, c'est bon, super facile, j'y vais. Pas du tout. Pas du tout. C'est très Enfin, méthodologie voilà, et très codé comme retour à la épreuve. réalité, sortie au premier tour pour un stage de césure, hein, sortie au premier tour. Donc j'ai dit ok, laisse de compter. Je vais faire d'autres trucs. Le Waystone c'est très bien, le conseil en stratégie, bon. Et c'est ensuite, après Waystone, que là, j'ai vraiment pris conscience de qu'est-ce que c'était le conseil en stratégie. Au début, c'était juste un peu comme ça pour voir, pour rigoler. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai voulu faire ça. Et donc là, je me suis dit, par contre, là, il va falloir travailler. Donc tu Parce acceptes finalement l'offre de Wavestone. ouais, j'accepte l'offre de Ok. Waystone. Tu restes combien de temps chez eux? Bah, c'est 6 mois, non, enfin là, Ah, c'est les 6 mois, ah, ok, la de. césure. Ok, je pensais que Voilà, c'était le non, non, CDI. non, ouais, il faut que je D'accord. me. Donc Ok. là, hop, et je vais réattaquer ma 4e année à l'école centrale Lyon. Voilà. Enfin, ma 4e année, mais en fait, c'est ma 3e année, parce qu'il y a une année de césure. Donc ma dernière année à l'école centrale Lyon, et là, j'ai un objectif, intégrer un cabinet de conseil en stratégie. Donc là, je me prépare. J'achète les bouquins, Case in Point, et je vais au CDI tous les midis, et je travaille pendant 1 heure les études de cas. Je travaille. Parce que là, je me fais plus humilier comme ça s'est passé à l'entretien chez LEK. Je veux l'intégrer. Je sais que c'est dur, hein. Et je sais que déjà, Central Lyon, on n'est pas cible pour la plupart des gros cabinets de conseil en stratégie. J'ai pas envie de faire un petit cabinet de conseil en stratégie. Il y en a qui viennent nous Oui, voir comme pour tu nous. m'as dit, tu veux Voilà, le je top. veux le top. Je veux le top. Je sais que déjà, il y a une barrière à l'entrée. Je ne sais pas si j'ai le niveau, évidemment. Voilà. Et c'est un peu mal vu, en fait, aussi à Centrale. Centrale Lyon, on est une école qui est très axée énergie, Ok. environnement, vraiment, surtout vraiment les problématiques aujourd'hui qu'on a par rapport au climat et à la planète. Vraiment, on est une école très engagée là-dessus. Ok, plutôt ESG, quoi. Exactement. Et en fait, ces trucs-là de finance, conseil en stratégie, c'est pas vraiment dans le mood. Dans l'ADN. Ouais, voilà, moi, tous mes colocs, mes potes, tu vois, vraiment mes potes d'école, encore aujourd'hui, on est, voilà,
eux, personne ne fait ça. Ils sont tous dans des choses qui ont qui ont du sens pour faire avancer notre société, pour faire avancer la planète dans les métiers d'ingé, hein, tout ça. Mais où ils peuvent donner du sens à ce qu'ils font. Moi, le conseil en stratégie, euh, t'aides des entreprises à faire plus de profit, je sais pas moi, délocaliser, à faire des choses comme ça. C'est vraiment à l'encontre. Tu encourages la société de consommation, tu encourages toujours plus de profit, plus d'inégalités sociales. Donc vraiment, c'est pas les gens qui font du conseil en stratégie, ils sont pas très bien vus dans mon école. Tous ceux qui veulent faire de la finance ou des métiers comme ça. Donc je sais qu'il y a une grosse barrière parce que aussi je suis pas formé. Du coup, on n'a pas de formation à l'école Il n'y Centrale a pas Lyon. un club de Non, strat ou quelque chose comme ça? il n'y a pas Ok. de club. Je pense, tu vois, Polytechnique, Centrale, Supélec, etc. Il doit y avoir des trucs comme ça. Même la JE, je sais que certains qui ont fait la JE de ces grosses écoles sont partis derrière faire du conseil en stratégie. Nous, la JE, pas du tout. Tu vois, pas du tout. Ouais, bah, tu On vois est... le pote qui est là, qui était là, Hmm. Lucas, il est à la JE et pareil, ils font tous un peu d'audit, puis ensuite du M&A et puis in fine de la strat. Voilà. Et pas du tout, tu vois, le M&A, c'est un truc qu'on connaît pas du tout. Personne n'a fait du M&A. Enfin, c'est vraiment un milieu qui est totalement inconnu. Il n'y a pas de club finance, il y a pas, enfin, tous ces trucs-là, ça n'existe pas. On a un parcours en dernière année où on fait 3 mois et on nous présente des cabinets de conseil en management qui sont partenaires de l'école. Donc on voit les Deloitte, les Price et des petits cabinets de conseil en stratégie spécialisés. On va avoir du IAC, on va avoir du RS & Co. Ok. Mais les gros cabinets de conseil en stratégie ne viennent pas. On n'est pas cible. Et dans les deux sens, eux ne s'intéressent pas à nous et nous, on ne s'intéresse pas à eux. Moi, dans ceux qui vont faire du conseil en stratégie, de ma promo, c'est vraiment quelques-uns. Ils font ça plutôt dans des MBB ou pas spécialement? Les MBB, on n'y rentre pas. Il y en a une qui est rentrée dans un MBB, mais elle a fait un double diplôme avec l'EM. Tu vois, D'accord, et ok. globalement, on n'y rentre pas comme ça. Moi, quand j'ai voulu passer, donc j'ai envoyé mon CV, j'ai été screené nulle part. Enfin, soyons, pour être honnête, même chez Advancy, au début, voilà, moi je veux le meilleur. Donc je dis, allez, on va chercher les gros, Bain, Mac, BCG, Wyman, etc. Donc j'envoie des CV et j'ai des retours négatifs. Négatifs. Alors que t'es à Centralion, Ouais, ouais, c'est un truc de fou quand même, mais hein. je le savais un peu, tu vois, je le savais un peu, mais ça fait mal parce que je me dis, mais ça va devenir compliqué. Et à la base, Advancy, c'était pas forcément un cabinet que je voulais à la base, parce que forcément, tu sais pas, tu vois juste un nom, tu dis, bon, c'est pas un McKinsey. C'est quand même top 10 cabinet de conseil en strat, Ouais, Advancy quand même, ouais. bien sûr, mais tu vois, sur le papier, bon, c'est le top 10. Je veux dire, quand tu dis, est-ce que tu me dis, tu vas aller dans le top 10 des écoles d'ingénieurs, tu vas aller dans le top 10 des écoles de commerce, ça m'inspire pas, tu Bien vois. sûr, tu vises. C'est des très bonnes Ouais. écoles, c'est tous des très bons Exactement, cabinets, tout je est vois ce que très, tu veux dire. mais c'est vraiment juste, c'est débile hein, comme altitude, mais Et c'est finalement ce qu'on nous a appris aussi en prépa, exactement. Viser le meilleur et que ce qui est en dessous, c'est pas bon, ce qui est faux, mais complètement. donc à Nancy, moi je dis bon, même d'autres cabinets, LEK, etc., je vais postuler chez eux pour m'entraîner à faire des entretiens, pour etc., et puis je verrai, etc. Comme beaucoup de gens font, sauf il y en a qui échouent aux entretiens des gros et qui se rabattent sur les petits. Moi, j'ai pas été du tout screené. Et au final, Advancy et le CATSA, ils me refusent aussi au screening. Et donc, je me retrouve à la mi-novembre avec des refus de partout. Et donc là, move de rageux, je spam le bouton envoyer ma candidature chez Advancy. Il J'envoie, trouve le bouton S. j'envoie 4 fois mon CV en un jour. Ok. Voilà. Bon, bah, du coup, on m'a rappelé. Non, mais je sais pas pourquoi, mais on m'a rappelé, on m'a dit voilà, intéressé par votre profil, etc. Vous voulez faire des entretiens? Je dis bah, bien sûr, je vais faire des entretiens, j'étais bien préparé, etc. J'appelle un ancien de Centralion qui est dans ce cabinet, et il me parle, tu vois, il m'explique la vie du cabinet, etc., les types de missions, et donc finalement, je me dis mais ça me passe, ça me paraît bien, enfin j'ai envie d'y aller finalement j'ai envie d'y aller. Et donc finalement, je passe les entretiens et j'arrive chez Advancy. Ok. Voilà. Et ça se passe comment tes premières missions chez Advancy? Eh bien, je mets un moment avant de me faire, de me faire staffer. Euh, et quand je suis staffé sur une mission qui est plutôt tranquille, et finalement, donc sur une VDD, donc une due diligence côté vendeur. C'est Donc, quoi une due diligence? alors,
pendant le processus de vente, imaginons, une entreprise veut se vendre. Elle va être achetée par un fonds, par une plus grosse entreprise, ou renégocier des crédits, négocier de la dette, bon, peu importe. Elle a besoin d'une espèce de document commercial dans lequel on juge de son état de santé financière, mais de l'état aussi de ses produits, sa stratégie, de son business plan, de son marché, pour dire, bah, voilà, ben, nous, on est une entreprise, on fonctionne bien, on a plein de produits, voilà comment on est placé sur le marché par rapport à nos concurrents, on est sur un marché en croissance, tous les feux sont ouverts pour se faire acheter. Voilà. Côté acheteur, une due diligence, c'est un fonds d'investissement qui se dit, moi, je veux acheter cette boîte-là, est-ce que vous pouvez me dire si c'est une bonne idée? Donc pareil, on va voir est-ce que le marché il est porteur, est-ce que l'entreprise se porte bien, est-ce qu'elle a un bon business plan, etc. Voilà. Donc je suis mis sur une mission comme ça, donc pour une boîte qui fait dans des matériaux de construction, mais une mission plutôt tranquille au final, hein, plutôt tranquille, j'ai des bons horaires, je termine à 20h. Ok, et à côté, t'es payé combien? Un volume horaire, Alors je suis en stage, donc on est salaire? payé 2500 € en stage. Ok, Donc c'est un bon salaire de stage, hein, je veux dire, c'est un bon salaire de stage, pour des horaires qui sont acceptables. Puis après, j'ai un gros trou après cette mission-là, c'est une mission de 8 semaines, et puis après j'ai un gros trou, il ne se passe plus rien pendant 5 semaines, parce qu'il n'y a pas de mission. Puis je repars sur une mission de 4-5 semaines, sur un truc très particulier, des biopolymères, une mission vraiment très particulière, très chimie, pour sourcer des nouvelles routes chimiques, des nouveaux composés, enfin des nouveaux polymères innovants, voilà, ok. créés pour créer des bioplastiques, pour créer à partir de matières végétales. Donc très intéressant, sujet très intéressant. Mais moi, ça se passe très bien. Je termine mon stage, conseil en stratégie, c'est facile. J'ai des bons horaires, je suis bien payé. Voilà, moi j'ai envie de continuer, moi ça m'intéresse. Ok. Donc je sors de mon stage de fin d'études et voilà, et donc Et donc tu signes un CDI? et je signe un CDI. Ouais, Ok. je signe un CDI. Donc très content de partir en CDI et c'est comme ça que j'attaque mon aventure vraiment chez Réellement Advancé. chez eux, Ouais. ok. Et, est-ce que tu peux nous faire un retour un peu sur les outils informatiques que tu utilises au quotidien, que ce soit Power BI, le VBA, Alors, Excel, et à quoi ça te sert au quotidien? Est-ce que tu, est-ce que tu conseillerais aux étudiants qui nous regardent d'apprendre et de se familiariser avec ces outils-là ou pas spécialement? dans le conseil en stratégie, ou même dans le conseil en général, on utilise deux outils, PowerPoint, Excel. Ok, Voilà. Excel, c'est là où il faut vraiment savoir s'en servir sur le bout des doigts, connaître toutes les formules, vraiment réfléchir, et qu'en fait ça devient juste un outil pour driver ta pensée et faire tes calculs, faire tes modélisations. Il faut une super bonne connaissance d'Excel. C'est vraiment, vraiment très important. Mais c'est pas juste savoir comment fonctionne Excel, c'est toi dans ta tête avoir on va dire l'esprit pour comprendre et transformer une consigne en des formules Excel et dans une modélisation. Voilà, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Tu vois, c'est comme si tu peux te dire, bah, je sais très bien coder en Python, par contre, tu me donnes un problème, je ne sais pas quel algorithme sortir. ok. Voilà. C'est pareil, il faut vraiment savoir comment ça fonctionne et comment l'utiliser à bon escient. PowerPoint, pareil. Là, on passe aussi quand tu es en école ou même avant, un PowerPoint, c'est un support visuel. Dans le conseil, un PowerPoint, c'est un livrable. Voilà, on t'apprend en école d'ingénieur à faire des jolis livrables sous latex ou même des Word, des trucs rédigés. Non, là tu rédiges pas. C'est pas vraiment comme ça. C'est vraiment une slide, un deck de slides qui raconte une histoire, qui veut amener ton client quelque part avec des messages forts, impactants et basés sur de la donnée que tu sors de tes Excel. Donc effectivement, c'est les deux outils qu'on utilise principalement. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on a vraiment besoin de se former avant? Oui et non. Moi, PowerPoint, j'en ai déjà fait pour faire des supports. Je connaissais la base du PowerPoint. Excel, pour le coup, mon stage en audit va vraiment servir pour me former en Excel, mais voilà, pas forcément plus que ça. Et tu apprends sur le tas. Tu apprends vraiment sur le tas. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Les slides, on va t'en demander en conseil en stratégie de sortir un gros volume de slides par semaine.
avec un format bien précis, avec voilà, des dispositions particulières pour faire sortir les messages clés, tu vas apprendre très rapidement. Excel, pareil. Tu vas arriver sur des Excel monstrueux, où il va falloir te débrouiller pour construire des modèles de marché complexes à partir d'Excel, à partir de bases de données, pour vraiment faire des milliers de calculs à partir d'Excel. Et vraiment, tu vas apprendre. Et t'as des templates en particulier? Je sais pas si la Non, question est non, non. stupide, mais ouais, Non, non. je me rends En pas audit, compte. oui, tu as des templates. Conseil. Alors, je ne vais pas faire une généralité, mais globalement, tu peux partir d'un Excel vide. Tu pars d'une base de données, on va dire voilà, tu as une base de données de produits, et il faut en sortir des analyses. Qu'est-ce que tu peux me dire? Où est-ce que sont les problèmes sur la chaîne, sur les chaînes? Quel produit te rapporte le plus d'argent? Quel produit t'en rapporte le moins? Qu'est-ce que tu peux me dire à partir de cette base de données? Et donc là, c'est là où tu vas devoir, toi, faire ton Excel pour pouvoir ressortir les informations importantes de cette base de données. Mais il n'y a pas de template, il y a pas vraiment. C'est vraiment, tu peux repartir à chaque fois d'un fichier vierge et très rapidement construire le modèle qui t'intéresse. Ok. Et c'est quoi le projet le plus difficile que tu as eu à mener dans tes missions? Un projet difficile, Une mission en particulier où tu t'es dit, mais comment je vais résoudre ça? ben, on a eu une mission très compliquée pour un gros industriel français qui avait des difficultés. Donc c'était une mission de restructuring, plus un plan stratégique et un accompagnement derrière. L'entreprise avait vraiment un gros besoin urgent d'une intervention stratégique. Voilà, pour pas forcément en dire plus, mais donc il y avait des forts enjeux. Et donc on est sur une entreprise qui fait des projets. Voilà, et le sujet, donc ça a été une entreprise à projet. Le problème de cette entreprise, c'est qu'elle a des problèmes de cash. Sauf que c'est des projets qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sauf que elle est payée quasiment la totalité de l'argent à la fin du projet. Donc il faut financer tout le projet durant sa vie. Sauf que pas de cash, tu ne peux pas prendre de nouveaux projets, donc du coup tu n'as pas de rentrée de cash, du coup tu as encore moins de cash, tu prends encore moins de projets, et c'était un cercle vicieux. Ils ne pouvaient pas utiliser la banque comme levier pour avoir de l'argent. Il y avait un fonds d'investissement, qu'on appelle des fonds vautours, qui sont là pour remettre de l'argent, mais ça coûte très cher. Donc ils étaient embêtés. Donc le sujet, ça a été de recentrer leur activité vers on va dire, des métiers cœur, et vraiment les sortir de ce problème-là, suivre le cash à la maille sur chaque projet, et vraiment pouvoir faire un vrai plan de croissance derrière. Sauf que pour repositionner notre acteur sur son marché, il a fallu évaluer le marché. Sauf qu'on est sur un marché avec des projets qui sont dénombrables. Hein. C'est-à-dire que par exemple, je vais te dire, le marché du Coca-Cola, tu vas avoir du mal à me dire le nombre exact de bouteilles de Coca-Cola qui sont vendues par an. Là, dans le monde, on pouvait compter les objets. Sauf Ok. que si tu en oublies 10, ça change ton marché. On était sur je sais pas moi, il pouvait y avoir une centaine de projets équivalents par an. Donc entre 90 et 110, Il y a une diff, ouais. c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, tu positionnes pas pareil. Et sur plusieurs activités comme ça, où on est sur quand même des projets de niche, où on a assez peu d'informations, qui sont très compliqués à dénombrer, et pourtant il faut les dénombrer pour pouvoir calculer ton marché. Et donc là, il y a eu vraiment un très grosse difficulté de pouvoir aller chercher l'information et pour reconstituer ton marché au mieux, et pour te dire, bah voilà, faire des projections et pour dire, ok, on pense que cette verticale-là, c'est pas ça qui va porter votre activité. On devrait plutôt vous repositionner là-dessus. Et donc vraiment un très gros enjeu, surtout que c'était vraiment crucial pour l'entreprise. Vraiment très gros enjeu de recentrer l'activité. Et en même temps, on ne peut pas donner des conseils qui sont. Bien sûr, Il faussé. faut qu'on doit être data-driven. On doit se baser sur des faits. Vraiment sur des faits, sur des expertises. Et c'est pas juste nous, on pense que. Non, non, il faut vraiment que ça soit justifié et parfaitement expliqué. Ok. Ok. Et de manière plus générale, désolé de revenir au salaire, mais Pas c'est de juste que souci. c'est quelque chose qui est hyper intriguant.
comment est-ce que les gars déterminent le salaire d'un consultant en strat et quels sont les salaires de palier? Est-ce que tu as un fixe et un variable ou, Alors, ou ça va pas? dépendre des entreprises. Je vais te parler je vais parler de mon entreprise, Advancy. Tu as plusieurs grades. Pour stagiaire, ok, junior consultant, consultant, senior consultant, manager, principal, partner. Ok, Globalement, tu as des grilles. Pour tous les cabinets de conseil, il y a des grilles qui sont plus ou moins flexibles. Euh, Chez Advancy, tu as des grilles qui sont fixes et qui ne dépendent pas de ton école. Dans d'autres cabinets, comme je prends KPMG, KPMG a une grille qui dépend de ton école. Donc si tu as fait Polytechnique, tu seras mieux payé à l'entrée qu'une personne qui a fait, je sais pas moi, Centrale Lyon. Normalement, au fur et à mesure des années, c'est censé se se gommer, rééquilibrer bien sûr. pour arriver à un certain stade où les salaires sont équivalents. Ce qui, dans la réalité, n'est pas forcément vrai, puisque en fait, il y a beaucoup de gens qui partent avant, et puis ça va dépendre de tes performances, ça va dépendre de beaucoup de choses. Chez Advancy et dans d'autres cabinets de conseil en stratégie, ce sont des grilles fixes. Tu rentres, tu es un junior, tu as un salaire de junior. Junior 1, tu es payé tant, peu importe ton école. Voilà. Peut avoir des exceptions, certaines choses, mais globalement, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. On remet tout le monde sur le même pied d'égalité. Tout le monde, du coup, connaît les salaires de tout le monde, puisque, en fait, ça dégrade. Il n'y a pas tu vois, il y a pas de discrimination, si je puis dire. Et pour répondre à ta question, effectivement, tu as une partie de fixe et une partie de variable, plus une partie intéressement, participation. Ce qui n'est pas le Ok, cas pour tous les cabinets de conseil, mais globalement, ton fixe, tu le touches tous les mois. Ton variable, tu vas le toucher une fois ou deux fois l'année, en fonction de, un, des performances du collectif, donc est-ce que l'entreprise a bien performé, et de toi, tes performances. ok, Et ensuite, tu as une partie participation intéressement, qui n'est pas forcément le cas pour tous les cabinets, peut être quelques pourcents à des dizaines de pourcents de ton salaire fixe, qui va dépendre de la performance de l'entreprise sur l'année. Voilà, qui est bloqué sur un compte pendant 4-5 ans, que tu peux faire travailler, etc. Bon, c'est un autre sujet. Mais voilà comment décompose ton salaire. Et plus tu passes des grades, globalement, entre chaque grade, tu as à peu près 10% d'augmentation. ok. Et tu passes les grades tous les 3 ans, 4 ans ou il n'y a pas de règle? Ça va dépendre des cabinets. Ce qui est rigolo, c'est que dans ce milieu-là, chaque cabinet de conseil a une Sa propre désignation politique. différente pour chaque grade. Tu vas dire que tu es consultant, un consultant chez BCG, ça équivaut pas à un consultant chez Mac, à un consultant chez Advancy, à un consultant chez d'autres cabinets. Tu vas avoir des gens qui vont appeler des business analysts, qui vont appeler des associates, sauf que associates dans d'autres, ça va être les partenaires, dans certains, ça va être les juniors. Voilà, il faut faire très attention à la dénomination. Globalement, moi je trouve que ce qui est le plus clair, c'est celui de chez Advancy. Tu es junior, tu es consultant, tu es senior, tu es manager. Très facile. Vraiment très facile. Le passage de grade peut être plus ou moins rapide en fonction des entreprises. Chez Advancy, ça va être plus une promotion au mérite qu'une promotion en fonction du nombre d'années. Si tu as passé, tu vois, quand tu rentres, si tu es très bon, tu peux passer en 6 mois, 1 an, de junior à consultant. Ok, Si tu es moins bon, ça peut prendre 2 ans. Dans d'autres cabinets, on peut dire chez BCG ou chez Mac, le grade d'entrée, c'est 2 ans. Et tu fais tes 2 ans. Tu es très bon, c'est bien pour toi, mais tu passeras pas plus rapidement. Après, derrière, ça peut s'accélérer. Mais globalement, on veut garder 2 ans entre le début et la fin. Si on est sur des entreprises qui sont plus grandes, avec peut-être un peu moins de flexibilité là-dessus, des choses qui sont un peu plus processées que dans des plus petits cabinets de conseil en stratégie où tu as un peu plus de flexibilité. Ah bah lui, il est très bon, on a un besoin, là, il nous manque un consultant, hop, il est très bon, il a le niveau, on le fait passer. On ne va pas attendre pour rien faire. Voilà. ok, C'est un peu ça l'esprit. ok, intéressant. Et donc, c'est quoi les salaires associés à chaque grade à peu près? Donc, Alors, tu m'as dit plus 10%, mais donc tu démarres à combien? ça va dépendre des cabinets. Alors, bien sûr, tu vas me dire le variable plus les Je- intéressements, mais globalement, le fixe, il est à combien Globalement, tu quand peux tu démarres? espérer, selon les cabinets, tu vas commencer entre 45 et 55 de fixe. Ok, ok, Voilà, c'est un peu ça la fourchette. Ça va vraiment des cabinets. Et ton variable peut être entre 5 et 10 000 euros. Voilà, ok, ok, que tu peux rajouter. Et quand tu vas passer un grade, tu vas prendre 10%, donc te retrouver entre, je sais pas moi, 60 et 70 de fixe.
Puis après, entre 80 et 90 de fixe. Voilà, c'est à peu près. Et tu termines, plus tu vas monter, après, plus tu vas arriver sur des postes où les salaires vont être un peu plus flous. Manager, tu peux être entre 100 et 150 000, je pense, en fonction des cabinets, mais ça va dépendre aussi beaucoup de ton variable. Est-ce que tu vas avoir une grosse partie de variable qui va être liée à ta performance commerciale pour certains cabinets? Pour d'autres, on ne va pas attendre de performance commerciale, donc ça peut être un peu différent. Mais voilà, tu peux espérer des packages comme ça. Et puis après, c'est en fonction de ce que tu vas vendre aussi. Que tu vas passer principal, tu vas commencer à vendre beaucoup plus. Et partenaire, c'est ton salaire, il est quasiment indexé sur ce que tu vends. Plus ta participation dans l'entreprise, etc., etc. Donc c'est vraiment après des salaires qui sont vraiment très différents sur les vraiment grades très 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 seniors. Ok, on arrive un peu à la fin, on arrive sur les dernières Ok. questions. Est-ce qu'aujourd'hui, des compétences liées à la gestion de données, tu sais, avec l'émergence de l'IA, est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé en cabinet de conseil en strat, quelque chose qui est nécessaire et valorisé sur un CV ou pas spécialement? La réponse sera toujours oui. La réponse sera toujours oui. Mais moi, chez Advancy, on, on- on- on est encore aux prémices de l'IA, de qu'est-ce qu'on peut faire avec sur nos missions. Il y a des cabinets qui sont beaucoup plus avancés. Des BCG, des McKinsey ont des années d'avance là-dessus. Ils ont des BCG ont une section qui s'appelle Gamma, qui est vraiment spécialisée dans la data science. Dans le conseil en tech, ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Et en fait, ils sont très bons là-dedans. Donc après, l'IA, aujourd'hui, je pense, c'est mon avis, que on a un super outil, qu'est l'IA, mais on ne sait pas encore vraiment comment est-ce qu'on peut l'exploiter à 100%. Alors aujourd'hui, on va dire, on va mettre de l'IA partout. On va dire, il y a de l'IA, il y a de l'IA. Non, il y a des super algorithmes, derrière plein de process, tu n'as pas forcément besoin d'IA. Une IA, c'est vraiment un truc particulier, très avancé, où tu n'en as pas forcément besoin partout. Alors aujourd'hui, euh, est-ce que, pour répondre à ta question, faire de la data science, oui, c'est hyper intéressant, ça te permet de faire plein de choses. Et dans le conseil, ça peut t'aider à faire plein de choses sur des bases de données. Oui. Après, utiliser des IA, ouais, ouais, ça peut te servir, effectivement. On a ChatGPT qui est un super outil. Il y a des gros problèmes de RGPD. Et ça, je pense on met pas encore assez la main dessus, où on donne beaucoup d'informations à ChatGPT. Et je pense qu'il y a des gens dans le conseil qui doivent donner beaucoup d'informations à ChatGPT sur des entreprises, des choses un peu privées, Touchy et et qui. on ne sait pas vraiment où ça va. Ça, je pense qu'il y a des vrais sujets là-dessus de compliance, et on verra dans les années futures ce que ça va donner. Il y a beaucoup d'entreprises qui développent leur propre IA pour justement éviter ça. Mais effectivement, moi je pense que chez Advancy, on aurait une grosse IA qui se servirait de tout le knowledge qu'on a amassé depuis des années et qui arriverait à nous ressortir des choses. Ça serait incroyable. Est-ce qu'on peut remplacer les consultants avec l'IA? Peut-être, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de tâches qu'on fait qui sont très chronophages et Qui faciles. On pourrait fait être des slides. automatisé. On fait des slides. Mais finalement, une due diligence, c'est toujours pareil. C'est une partie marché, une partie voilà, marché, concurrence, etc. Mais ça, on peut l'automatiser. On peut l'automatiser. Donc oui, à terme, on pourrait remplacer des consultants par de l'IA. C'est une réalité. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je peux te dire, c'est que l'IA, utiliser ChatGPT, etc., ça te sert beaucoup pour faire plein de choses. Typiquement, tu ne sais pas coder, pas du tout. Il Tu as peut coder pour besoin, toi. t'as besoin de coder pour faire une extraction sur une base de données. Tu sais comment parler à ChatGPT, tu lui parles, il va te donner le bon code Python pour faire ce que tu veux. Et tu ne sais pas coder. Ça, c'est une bonne utilisation pour t'aider dans ton boulot. Euh, Par contre, si tu dois faire des recherches vraiment précises, là, c'est pas fiable. Pas du tout. Il va te sortir des données, tu dis voilà, c'est quoi la croissance de ce marché? Il va te donner quelque chose. Mais tu peux être sûr à 99% que c'est faux. Parce que c'est issu de données sur Internet qui sont probablement fausses et qui Qui ne sont sont pas jamais. vérifiés. Voilà. Exactement, qui ne sont pas vérifiées. Alors même si ça s'améliore, etc., on n'est pas encore là. Mais tu peux arriver à t'en servir et ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Moi, je l'utilise au quotidien, ChatGPT, dans ma vie pro ou dans ma vie perso, mais pour faire des choses, euh, on va dire, intelligentes. Il faut savoir bien s'en servir, effectivement, pour coder, c'est hyper utile. Aujourd'hui, moi, quand je travaille sur des bases de données, j'ai besoin d'un code pour faire quelque chose, pour aller cruncher des données, pour aller scraper des données sur Internet. Est-ce que je m'amuse à aller examiner un code HTML, aller coder quelque chose, etc.
Je peux le faire, je sais le faire. Ça me prend une matinée. Ouais, c'est ça. Alors qu'avec le ChatGPT, chat, je lui dis, voilà le code source de la page, voilà ce que je veux comme information. Tu répètes ça sur toutes ces pages-là, tu le fais, hop, tac. Je regarde le code, je sais le débugger s'il y a un problème, je sais qu'on peut lui dire, bah non, tu devrais plutôt faire ça, tu devrais plutôt faire ça. Mais ça me fait gagner un temps fou. Ça, c'est une bonne utilisation. Je ne donne pas de données et je m'en sers pour me faire gagner du temps. il y a une vraie confiance aujourd'hui qui est accordée à ChatGPT. Bah, anecdote à l'appui. Moi, j'ai un ami l'autre jour, bah, mon coloc, qui était malade. Et il avait la flemme d'aller voir un médecin. Et il demande à ChatGPT, il lui envoie ses syndromes, ses symptômes, pardon. Il envoie ses symptômes et il lui dit tu me conseilles de prendre quoi comme médoc? Mm. Il l'a pas écouté, mais il a fait ça pour la vanne, quoi. Il Mm. lui a demandé, et ChatGPT lui a vraiment envoyé voilà, si t'as ça, faut prendre ceci. En revanche, si t'as une toux appuyée, ça, une toux sèche, ça. Et impressionnant. Mais y a pas, on accorde une sacrée confiance aujourd'hui, fait d'être constaté Et, à l'IA. exactement. Et alors, ça, c'est le scientifique qui revient, mais toujours remettre en question quand on te dit quelque chose. Ça peut être compliqué, même moi dans ma vie perso, parce que dès qu'on me dit quelque chose, je réfléchis à est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. Et alors, ChatGPT, si tu ne fais pas ça avec lui, t'es perdu. T'es perdu. Il faut vraiment remettre en permanence en question ce qu'il dit. Il faut aujourd'hui, ce sont les outils d'IA, il faut les utiliser pour, selon moi, euh, remplacer des tâches chronophages dans ton boulot. Typiquement, voilà, faire du code, traiter des bases de données, je ne sais pas moi, on pourrait imaginer une IA qui en local, où il n'y a pas de données, pas de souci de compliance, etc. Et tu dis voilà, j'ai ces données, il faut les retraiter, retraite-moi ces données de telle manière. Ça te fait gagner un temps fou. Moi, je veux dire, le nombre de fois où en audit, on a reçu des fiches comptables en PDF numérisées. Et donc là, tu te dis, ben, il faut tout faire à la main. Tu dois remettre tout à la main. Ou utiliser des logiciels qui font de l'OCR, mais ça marche jamais. Euh, et là, ces outils-là peuvent te le faire plus rapidement. Ça te fait gagner du temps parce que c'est des tâches qui sont chronophages et qui n'apportent pas de valeur ajoutée intellectuelle, on va dire. Ça, c'est une bonne utilisation. Voilà. Ok, ok. Et en termes d'environnement, tu travailles avec plutôt des ingés, plutôt des gars qui ont fait école de co, quelles écoles? Bah, c'est rigolo parce que Advancy, c'est un cabinet de conseil en stratégie fait pour des ingénieurs. On travaille allez, à 80% sur des sujets ingé. Industrie au sens très large, chimie, pharma, matériaux de construction, vraiment des sujets très industrie, où en fait si tu es ingé, tu as vraiment une longueur d'avance, mais globalement, c'est que des. Enfin, il y a beaucoup de personnes, la plus grande majorité, ce sont des personnes qui sont issues d'écoles de co. Ok, C'est très rigolo parce qu'en fait, le métier de conseiller en stratégie, c'est principalement les gens qui sont en école de commerce, qui ont un peu cette culture dans l'école où on leur dit voilà, il faut faire il y a le conseil en c'est très vrai. stratégie, il y a du M&A, C'est très vrai. exactement. Alors que en ingé, moi j'ai fait de l'audit. Je veux dire, quand je parle à des potes qui ont fait école d'ingé, école de commerce, eux ils savent ce que c'est de l'audit. Ils Complètement. savent, ils en ont fait, ils ont eu plein de potes qui ont fait, ils disent ah oui, nous on savait qu'il fallait faire de l'audit, etc. Ma cousine, elle est en école de commerce, elle fait de l'audit, elle voulait faire de l'audit. Moi, je suis tombé de ça par hasard. Et on est quelques-uns à en avoir fait un peu par hasard. On n'est pas au courant de ces choses-là. On n'est pas au courant de grand-chose. Mais en tout cas, pas de ces choses-là. De toute la partie, c'est une partie qui est plutôt réservée aux écoles de commerce. Et il y a des écoles target ou pas spécialement dans les cabinets de conseil en strat? Ah oui, 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 bien sûr. Globalement, alors, pour remettre un peu de contexte sur actuellement. Post-Covid, il y a eu une réaccélération de la croissance mondiale qui a fait qu'il y a eu un besoin de conseil. Donc les cabinets de conseil en stratégie se sont mis à recruter à tour de bras. Donc moi j'étais dans cette vague-là. Donc les écoles, on va dire, le spectre d'écoles était beaucoup plus large. Central Lyon, ça rentrait chez Advancy. C'est un peu paradoxal ce que je disais tout à l'heure, je n'avais pas été screené, mais dans cette période-là qui a suivi moi mon recrutement, les vannes étaient ouvertes. Ok. Donc, il y avait beaucoup de gens de l'EM qui arrivaient, notamment chez Advancy. Ensuite, il y a eu un peu la gueule de bois post-Covid, où ça a été beaucoup plus compliqué. Les marchés financiers se sont mis à ralentir. Il y a eu l'inflation.
l'industrie se portait moins bien, il y a eu des problèmes géopolitiques. Puis la guerre, bien sûr. Il y a eu la guerre, des problèmes géopolitiques, parce qu'il n'y a pas que la guerre, il y a eu la crise des semi-composants aussi, il y a toujours le problème avec Taïwan. Dans le monde, on arrive sur des situations qui sont beaucoup plus tendues, géopolitiquement. Politiquement, on a de l'instabilité aussi. Hein, la première élection de Trump aussi, ça a fait du chamboulement. Donc, en fait, l'industrie, enfin, le monde s'est mis à ralentir, économiquement parlant. Donc, les cabinets de conseil en stratégie recrutent moins. Mais ils ne recrutent plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a un an, quand tu avais une offre, c'était pour l'année suivante. Donc, c'était pour commencer. Il y en a qui ont eu des offres pour commencer en janvier 25. Épais. Donc là, on est encore sur ça. Ça commence un peu à se détendre. On est sur vraiment les prémices d'une industrie et même d'un monde économique qui va mieux, avec une inflation qui commence à diminuer, les taux directeurs qui commencent à diminuer aussi. Exact. Donc, on est quand même sur une économie qui commence à repartir. Voilà, on commence à avoir plus de deals qui sont faits, effectivement, parce que nous, le mix entre due diligence et mission stratégique était bouleversé. Au début, on faisait à peu près 40% de due diligence. Au fur et à mesure, ça a baissé, parce que forcément, il n'y a plus de transactions qui sont faites. Par contre, c'est là où on observe beaucoup de plans de restructuring, parce que les entreprises vont mal. Donc en fait, tu switches tu fais des deals, tu vas aider les entreprises à aller mieux. Et là, ça commence à aller mieux, donc tu as moins de restructuring et tu auras plus de due diligence. Mais du coup, j'ai divagué un peu, mais le fait que tu aies moins de besoin de recrutement, il y a aussi beaucoup plus d'immobilisme. Ça fait que les gens en conseil partent moins. On a eu beaucoup moins de départs chez Advancy que les années précédentes. Il y a un gros turnover normalement dans le conseil en strat. Ok, ouais. L'année dernière, on en a eu beaucoup moins. Et en fait, donc tu as moins de places qui se libèrent. Et on recrute moins parce qu'on a moins de missions. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu recrutes des meilleurs profils. Du coup, les gros MBB, ils recrutent X, HEC, Pont, vraiment en top 3 écoles d'ingé, top 3 écoles de commerce. Sauf que là, ils recrutaient moins. Donc du coup, ces profils-là, ils allaient dans les cabinets de conseil en stratégie qui étaient en dessous, on va dire. Ouais, Deloitte, KPMG, Même tout ça, Advancy. Advancy, On a vu arriver des personnes qui ont des doubles diplômes XHEC. Impensable il y a 2 ans. Et par contre, du coup, Central Lyon, le M, c'est plus du tout cible. Et donc là, tu redescends. Et en fait, le fait que tu recrutes moins en haut, ça a des répercussions sur toute la bien sûr, pyramide. sur toute la chaîne, Et ouais. complètement. Et donc là où, à l'époque, j'aurais pu dire, Central Lyon, ouais, tu peux avoir un bon cabinet de conseil en stratégie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Tu peux pas donner de conseils sur le long terme. C'est vraiment la C'est structure vraiment économique lié et à la la conjoncture conjoncture. économique. Vraiment. Demain, l'économie, elle repart en flèche. Ce qui n'est pas improbable, hein, ce qui est pas improbable. Les prévisions pour les années prochaines sont quand même assez bonnes. Hein. Donc, tu peux avoir, si vraiment l'inflation continue à baisser, la géopolitique mondiale s'améliore, même si je sais qu'aujourd'hui, à l'instant T, c'est compliqué, et que l'économie repart, vraiment, tu peux avoir les cabinets de conseillers en stratégie qui vont réouvrir leurs portes et avoir un retour comme il y a 2-3 ans. Mais aujourd'hui, à l'instant T, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, hyper intéressant. Allez, encore 2 petites questions. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut faire de la strat? Aujourd'hui, un gars qui est en école de co, un mec qui vient de signer son premier CDI, quel conseil de manière générale tu donnerais à quelqu'un qui veut faire de la strat? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la strat, c'est vraiment un super boulot. C'est un super boulot. Tu apprends plein de choses sur plein de secteurs différents, vraiment très large et plein de typologies de missions différentes. Et c'est vraiment un enrichissement personnel. Ta courbe de croissance, elle est vraiment exponentielle. C'est super formateur, ça t'ouvre plein de portes. C'est incroyable. Voilà, vraiment, vraiment, moi j'adore mon métier, c'est vraiment trop bien. Par contre, ça demande beaucoup D'investissement. d'investissement. Tu fais des heures, il ne faut pas compter tes heures. On n'est pas sur du M&A. Tu commentes à tes week-ends, mais tu termines le soir, 21h, 22h, flat. Ok. Voilà. Eh ben, Et puis des fois, tu vas pousser à 2h du matin, parce que le lendemain, tu as un copil et que, en fait, voilà, le jeu veut que tu as besoin de travailler plus. Il faut le savoir. Tu es fatigué du coup. Le week-end, tu es fatigué. Moi, c'est un peu le constat. C'est que la semaine, tu travailles beaucoup, tu es fatigué. Le week-end, tu es moins enclin à faire plein de choses parce que tu es fatigué. C'est quand même une vie différente. Tu fais pas de sport. il faut tanker. Il Mm. faut vraiment arriver à avoir. Et puis, tu prends beaucoup de pression.
aussi. Tu vas travailler vite, rapidement, et tes journées sont très longues. Et il faut vraiment avoir les reins solides, hein, il faut vraiment avoir. Oui, il vient de s'étendre. Effectivement, donc il faut vraiment arriver à tanker, comme tu dis, exactement. C'est pas comme une prépa, mais tu gagnes bien ta vie, tu gagnes vraiment bien ta vie, mais est-ce que tu as vraiment le temps pour dépenser ta thune? Pas forcément. Ok. Voilà. Ok. Mais c'est hyper enrichissant. Par contre, il faut arriver à se connaître soi-même avant. C'est comme en prépa, parce que tu vas arriver peut-être à tes limites et il faut pouvoir à un moment donné dire stop. C'est-à-dire que si tu es pas bien, parce que tu travailles trop, que le rythme ne te convient pas, pouvoir dire stop avant d'exploser. Il y a beaucoup qui partent en burn-out parce qu'ils n'ont pas su arriver à temps. Il y en a qui vont rester toute leur vie et il va y avoir aucun problème. Et il y en a qui ne vont pas réussir parce que ça ne va pas leur convenir. Ce ne sont pas des personnes qui sont compétentes. Quel conseil pour réussir? Donc, comme je disais, le conseil en stratégie, c'est très intéressant parce que tu apprends vraiment plein de choses sur plein de secteurs qui sont très variés. Tu as vraiment une courbe d'apprentissage qui est exponentielle. C'est vraiment très stimulant. Tu vas vraiment travailler avec des personnes qui sont super bien câblées et ça t'ouvre plein de portes. Tu vas être très bien payé et derrière, les perspectives de sortie sont vraiment très très larges. Par contre, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Parce que effectivement, tu vas faire beaucoup d'heures. Ça va être du 21h, 22h flat. C'est rare que tu sortes avant. Et des fois pousser jusqu'à 2h du matin s'il y a des besoins sur certaines missions. Parce que tu as un copil le lendemain et que voilà, les aléas font que tu dois beaucoup travailler. Le problème, c'est que du coup, ben, tu es fatigué, tu n'as pas forcément de vie à côté le soir pour sortir. Tes potes, ils sortent, bah, toi, tu peux pas parce que tu termines à 22h. T'as aucune vision, tu manges le soir quand tu rentres chez toi dans le noir Ouais. parce que ta copine adore, donc tu manges dans le noir, puis tu vas te coucher direct. Le lendemain, c'est reparti. Le week-end, t'es crevé. Voilà. Ça, c'est quand même, il y a quand même une réalité. Donc, il faut quand même avoir les reins solides pour tanker, tanker ça. Mais au-delà de ça, tu apprends vraiment plein de choses. Donc, c'est très important de se connaître pour ne pas exploser. Il y en a plein qui poussent, qui arrivent, qui disent je veux continuer, je vais y arriver, et qui en fait qui explosent. Et là, par contre, après, il y a de grosses conséquences psychologiques sur le long terme à faire un burn-out, parce que c'est beaucoup de remise en question de soi, etc. C'est pas un échec de ne pas y arriver parce que le rythme ne te convient pas. Ça fait pas de toi une personne qui a pas les épaules ou qui n'est pas compétente. C'est juste que ça ne te convient pas. Et il faut arriver à comprendre que des fois, ça peut ne pas te convenir. Un métier ne peut pas te convenir. Les sujets peuvent t'aller, mais le rythme, le rythme peut ne pas t'aller. Et dans ce cas, il y a plein d'autres choses à faire. Tu peux aller en direction stratégique, faire plein de trucs, et tu vas t'épanouir. Il ne faut pas faire du conseil en stratégie pour dire je veux faire du conseil en stratégie. C'était un peu mon cas. Moi, c'est bien tombé. Mais il y en a plein qui sont partis parce que des collègues font du conseil en stratégie ou font de la banque et c'est bien de le faire. Ouais. Combien vont en banque et ça n'enlève pas parce que ils travaillent nuit et jour, et ils travaillent les week-ends et ils explosent parce que c'est pas fait pour eux. Voilà, et qu'ils n'ont pas su s'arrêter parce que ouais, mais tu comprends le CV, j'ai fait tout ça pour en arriver là. Non, non, c'est très important d'arrêter à temps si ça ne te convient pas et de pouvoir aller faire autre chose. Mais peu importe, tu fais 6 mois en stage, c'est super valorisable sur un CV. Voilà. Donc, le seul truc que je peux dire, c'est que si vous voulez en faire, allez-y. Vous allez apprendre plein de choses et ça va être une incroyable aventure. Mais si ça ne vous convient pas, euh, ne persévérez pas à outrance. Votre corps, votre santé mentale, vous n'en avez qu'un. Et c'est pas extensible. Vous ne pouvez pas perdre ensuite 15 années à vous remettre en question parce que ça a été très dur et vous avez eu une mauvaise expérience, comme certains ont. Ok, ok. Très intéressant. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 10, 15 ans? Est-ce que tu aimerais continuer dans la branche ou pas spécialement? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Et honnêtement, tout va tellement vite. Je peux te dire, là, demain, j'ai une opportunité pour partir dans une direction stratégique. Je fonce, un nouveau projet. Et puis ensuite, j'ai un autre projet à l'international. Je fonce. Voilà, je me mets aucune barrière. Je me refuse rien. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je Ok. peux te dire, gérer un Ah, tu te laisses PNL porter d'entreprise. Vraiment, je me par laisse l'eau. porter par les opportunités. Ok. Des opportunités, il y en a.
il y en a plein. Et trouver son bonheur dans des endroits, il y a une place pour nous tous. Il faut juste la trouver. Et un travail peut te correspondre à un instant T, peut te correspondre à l'instant suivant. Ouais. Et dans ce cas, bah, partir faire autre chose. On a la chance, j'ai la chance d'avoir fait une bonne prépa, d'avoir fait une bonne école, d'avoir un bon CV maintenant finalement, pour me laisser vraiment la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, demain, je sais pas, demain, j'ai envie de monter une entreprise, j'ai envie d'ouvrir une pizzeria. C'est ça. Demain, j'ai envie Ouais, d'ouvrir une ça peut être pizzeria. tout. J'ai un projet entrepreneurial d'ouvrir une chaîne de restaurants. Pourquoi pas? Ouais, bien sûr. Et je veux dire, les plus gros, les plus grands, il y en a qui ont eu des parcours très cadrés. Ils viennent d'une famille où ils ont fait Polytechnique, ils ont fait eux-mêmes Polytechnique, ils ont intégré des grands groupes, un parcours très cadré. Et puis certains ont commencé dans leur garage à bidouiller des ordinateurs. Et voilà, tous les parcours sont différents et il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste se donner, être motivé et être persévérant. Être persévérant, se connaître et vouloir avancer comme ça, à chercher qu'est-ce qui te rend heureux vraiment et dans quoi est-ce que tu vas t'épanouir. Et c'est vraiment ça la clé du succès. Eh ben, très beau mot de la fin. Mm. Très beau mot de la fin. Merci, merci Michael d'avoir accepté mon invitation. Et puis, très bon échange. Moi, j'ai Oui, kiffé en tout cas. ouais, moi aussi, très bon échange. C'était cool. Ravi d'avoir pu faire cet échange, c'était vraiment très intéressant et je suis toujours prêt à partager mon expérience et évidemment, on s'enrichit toujours des expériences des autres. Moi, j'adore parler avec les gens, savoir ce qu'ils font, savoir qu'est-ce qu'ils ont à m'apporter et on s'enrichit comme ça. C'est ça. Bon, je vais dire un mot à la caméra. Hop, tac. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire comme d'habitude pour ce 5e ou 6e épisode. Pour ceux qui travaillent dans la strat, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et puis, je vous souhaite. Merci d'être resté jusqu'ici. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en fonction de quand vous regardez l'épisode. Ciao.